Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Jérusalem Podcast Club. Et cette fois-ci, j'ai eu le plaisir d'accueillir Yael Ifrar, qui est très populaire et très connue auprès des Français en Israël, et ce parce qu'elle commente régulièrement l'actualité économique sur i24 ou d'autres grandes chaînes. Et l'essentiel de cette conversation traite du projet qu'elle porte maintenant, qui s'appelle Caspenou, et qui vise en fait à donner dans la main du consommateur, à travers une application, des informations pertinentes pour ses achats sur les produits qu'il achète, afin de faire peser le poids de ses décisions financières sur les grandes entreprises. Et on a aussi beaucoup parlé des grands enjeux économiques d'Israël, des grandes problématiques, les monopoles, le coût de la vie qui, selon tous, est très difficile, les inégalités. Et voilà, j'espère que c'était une conversation qui était très très agréable et que malgré quelques désaccords, c'est globalement extrêmement bien passé. Voilà, je vous invite tous à apprécier cette conversation comme moi je l'ai appréciée. Et si vraiment ça vous a plu, n'oubliez pas d'aller sur Spotify, de noter le podcast, de le partager, d'aller sur YouTube, de vous abonner à la chaîne YouTube où je mets parfois un peu de contenu additionnel, où je découpe des clips. Et n'hésitez pas aussi à le partager à vos amis, à vos familles, à discuter de ces sujets qui nous concernent tous. Et très bonne écoute. Ça marche. Et on a démarré. Je t'entends très bien. Et on est parti. Erev Tov, Yael Ifrar. Bonsoir. 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 Alors, ça me fait très plaisir d'avoir enfin cette conversation avec toi qu'on avait prévue il y a de nombreux mois et que la guerre a repoussé de nombreuses fois. Et toutes sortes de choses. Et en tout cas, voilà, ça me fait maintenant, on est février, on a prévu ça vers le après les fêtes, en fin des mois d'octobre. Donc je suis très content que maintenant on réussit à faire et qu'on a persévéré dans l'idée de faire cet entretien. Et tu sais quoi, j'hésite à te présenter parce que à chaque fois que j'ai dit à quelqu'un cette semaine je vais parler à Yael Ifrar, tout le monde te connaît. On dit ah Yael Ifrar, super, j'ai entendu, ouais, tout le monde te connaît. Enfin, c'est assez impressionnant. Et je vais juste dire, voilà, je pense que tout d'abord, après tout ce que j'ai pu lire à ton sujet, tout d'abord le premier mot qu'il faut évoquer à ton égard, c'est que tu es une entrepreneuse. Tu as entrepris un certain nombre de choses dans ta vie, beaucoup de différentes entreprises dans des domaines qui sont totalement différents. Et deuxième chose, et c'est la raison pour laquelle tout le monde te connaît, c'est que tu commentes l'actualité, et entre autres l'actualité économique, assez régulièrement, notamment celle en Israël. Et on te voit régulièrement sur i24, sur Kalita, en train de commenter ce qui se passe. Et voilà, donc je voulais t'avoir pour qu'on parle à la fois d'économie, c'était vraiment de nombreuses questions que moi j'ai, de nombreuses réflexions que j'essaye d'avoir autour de l'économie. Mais d'abord, on va commencer par ton projet, le projet que tu portes en ce moment qui s'appelle Caspenou. Et avant, la tradition de ce podcast, c'est qu'on rentre aussi dans l'histoire des gens, dans leur, éventuellement dans leur alia, etc. Mais pour commencer, j'aimerais commencer avec Caspenou. Viens, on commence comme un point d'entrée dans la vie de Yael Ifrar. Le projet Caspenou, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le problème que tu as diagnostiques et en quoi Caspenou, cette entreprise, vient résoudre ce problème ou apporter une mitigation à cette problématique? Résoudre, j'aimerais bien, mais je suis pas sûre qu'on en soit là. Écoute, déjà merci pour l'entrée en matière. Et puis c'est vrai que Caspenou c'est une belle entreprise. Alors c'est pas une entreprise au sens propre du terme parce que c'est un projet qui a vocation non lucrative. Mais c'est vrai que quand on me demande si je suis entrepreneuse, j'aime toujours bien dire que j'aime bien les projets. J'adore les projets. Quand il y a un problème, voilà, j'aime bien essayer de trouver une solution. Et ce projet, donc ce meizam, comme on dit en hébreu, c'est plus joli comme mot encore que projet. C'est quelque chose que je porte depuis assez longtemps en fait. L'air de rien, j'ai commencé à avoir l'idée un peu avant le corona. Et sans retourner en arrière dans ma vie, c'est quand même quelque chose qui a découlé de ma alia et de ma découverte effarée des conditions et en particulier du coût de la vie en Israël, mais en même temps aussi de toute une injustice sociale et économique qui, je pense, est étroitement liée à ça.
et qui m'a Mhm. pas effarée pour le coup, mais vraiment attristée parce qu'on a un pays qui est tellement magnifique que c'est fou d'avoir aussi ça en même temps. Donc c'est un projet qui est un projet, pour utiliser un mot anglais que j'aime pas trop, mais qui a pas vraiment d'équivalent en français, d'empowerment. L'empowerment, c'est le fait de redonner le pouvoir aux personnes sur quelque chose dont ils ont été ou dont ils se trouvent dépossédés par les circonstances. Donc là, c'est Mhm. tout simple, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie en Israël, on sait, Israël, c'est un des pays les plus chers du monde. Tout irait très bien si tout le monde était millionnaire, sauf que c'est pas Dubaï ici. C'est un niveau de salaire qui est complètement disproportionné par rapport au coût des choses les plus basiques de la vie. Et donc, ça crée des inégalités économiques et sociales extrêmement fortes. Et c'est considéré, comme la plupart des personnes en Israël, comme une sorte de phénomène naturel, hein, un peu voilà, un jour il pleut, un jour il y a du soleil, un jour voilà, puis il y a le coût de la vie, ça fait partie, c'est une espèce de donnée de la vie en Israël, alors qu'en fait Mhm. pas du tout. Moi, je pense pas que ça soit une fatalité. Et les solutions, c'est toujours quelqu'un d'autre qui doit les trouver. Donc l'État dit c'est la faute des entreprises, l'entreprise dit c'est la faute de l'État. Les consommateurs qui sommes nous, donc les citoyens du pays, on est complètement résignés. Enfin, beaucoup d'Israéliens sont résignés. C'est comme ça, on n'y peut rien. On sait pas très bien, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement indignée. Et évidemment, parce que je venais de France, donc un pays où on voit très bien qu'avec une réglementation forte, un État puissant, beaucoup d'informations, des consommateurs qui prennent les choses au sérieux, on peut parfaitement bien rééquilibrer les choses. Et, Tu parles de la et en France, là. fait, tout est venu de là. Plus je comprenais, plus j'étudiais, plus je voyais ce qui se passe, plus je voyais à quel point ça ne fait que s'approfondir et ça ne va pas s'arranger, c'est une évidence. Et plus je me disais, il faudrait faire quelque chose. Et à chaque fois dans tous les projets que je mène, quand je veux faire quelque chose, c'est toujours en redonnant le pouvoir aux personnes et en leur permettant de prendre leurs propres décisions, mais surtout d'être informés et de rétablir un peu de justice dans ce grand déséquilibre. Et donc, Caspenou, c'est exactement ça, en fait. Je me suis dit, dans un premier temps, hein, mais ce qu'il faudrait, c'est que les gens, quand ils font leurs courses, ils aient toutes les infos en main. Il faudrait qu'ils aient comme une carte de l'univers économique dans lequel ils évoluent. Ils auraient toutes les infos. Quand il y aurait un monopole, on leur dirait. Quand il y aurait une loi un peu scélérate, on leur dirait. Quand ça serait des mauvais produits pour la santé, on leur dirait. Et puis comme ça, ils pourraient prendre toutes les bonnes décisions. Alors bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, c'est juste jusqu'à aujourd'hui, c'est ça le projet. Donc, j'ai décidé de prendre la forme d'une application parce que au début, quand j'ai commencé à commenter l'actualité, beaucoup de personnes me conseillaient de faire une association de consommateurs. Euh, je pense que les circonstances de la vie en Israël, le fait que les gens sont très occupés, que tout est loin, que c'est un pays très embouteillé, que on a des Mhm. grandes familles, tout ça, ça rend très très compliqué d'aller manifester devant des magasins pour dire c'est trop cher. Et puis, je trouvais que c'était pas adapté. Donc, je me suis dit, on est quand même la Startup Nation, il faudrait quand même réfléchir à un projet qui est aussi la dimension tech. Et donc, je me suis dit, on va faire une application. Et puis après, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai découvert l'application Yuka en France, je me suis mise à l'étudier un peu, j'ai adapté à ce que je voulais faire en Israël et je me suis lancée comme ça. Et donc, elle n'est pas sortie l'application parce que c'est un projet très très compliqué et vraiment lourd à développer. Mhm. Mais en gros, Ok. c'est une application qui permet de scanner n'importe quel produit alimentaire au supermarché. On a 15 000 produits dans la base de données et sur chaque produit, d'avoir toutes les informations nécessaires à une bonne prise de décision. Des informations nutritionnelles, si c'est ce qui t'intéresse le plus, des informations sur l'environnement économique, sur l'importateur, sur le monopole, sur le niveau de prix, sur la comparaison avec l'Europe. Enfin voilà, donc il y a à peu près une espèce de fiche d'identité de chaque produit qui permet Ok. tout simplement de sortir du supermarché plus intelligent qu'on y est rentré. Donc en fait, en gros, c'est ça Caspenou. Et pourquoi je l'appelais Caspenou? Eh ben parce que c'est notre argent. Il s'agit de notre argent qu'on gagne à la sueur de notre front, difficilement, avec beaucoup d'heures de travail, et qu'il devrait être à nous cet argent. Et c'est à nous de décider ce qu'on veut en faire. Il ne doit pas nous être volé ou en tout cas confisqué de façon abusive. Parce qu'on sait pas parce qu'on sait pas où on le met tout simplement, ou parce qu'on n'a pas le pouvoir de décider comme il faut. Voilà, donc c'est ça Caspenou. Ok. Ok, si je comprends bien, c'est
l'idée, c'est d'apporter de l'information en tout cas, qui peut être pertinente pour le consommateur quand il rentre, je sais pas forcément dans le supermarché, mais peut-être effectivement dans tout magasin où il va acheter quelque chose. Donc, il peut avoir lui apporter une information qui lui sera utile dans son achat, ou en tout cas qui lui permettra de prendre une meilleure décision en fonction des alternatives qu'il a en place. J'ai beaucoup de questions dans ce pitch. J'ai plein de questions. Je vais essayer de commencer par le début. Tu as commencé par ce constat que je pense, je connais pas quelqu'un qui ne te rejoint pas là-dessus, qui est les prix très élevés en Israël. Et bon, j'imagine qu'on n'est pas forcément le pays le plus cher du monde. Tel Aviv est peut-être la ville la plus chère du monde, mais sur beaucoup de domaines, l'immobilier, j'imagine, sur un certain nombre de choses. En tout cas, c'est sûr que par rapport à la France, les prix sont plus élevés. Est-ce que tu peux développer un peu, préciser un petit peu comment est-ce que tu vois ça? C'est-à-dire que comment est-ce que ça s'exprime concrètement? C'est-à-dire, on dit tous la vie est très chère, mais est-ce qu'il y a des secteurs particuliers dans lesquels c'est très cher? Est-ce qu'il y a des métriques que les économistes y regardent pour dire ça c'est plus cher, ça c'est la vie, le coût de la vie est plus élevé? Comment est-ce qu'on mesure vraiment le coût de la vie dans un pays? Alors d'abord, non, je me permets de te corriger. On est bien le pays Mhm. le plus cher du monde. Dans le classement de l'OCDE, on est 138e sur 138, donc on est vraiment tout en haut. Mais c'est Alors une en fait, moyenne sur tous les secteurs, parce que ça semble difficile à croire. C'est ça que je veux dire, c'est que le coût de la vie, c'est très c'est un large comme panier. concept. Ouais, c'est Mm. un panier de produits et de services qui est mis au point par les économistes de l'OCDE avec évidemment la collaboration des pays, avec une consommation qui représente la moyenne d'un pays, ça rapporté au pays en plus avec des biens qui sont typiques du pays. Je veux dire, on va pas dans un pays où il n'y a pas d'immobilier, on va pas te prendre le prix de la location de l'appartement par exemple. Mais oui, c'est Mm. comme ça que ça fonctionne. Et c'est surtout ce qui est important, c'est que c'est rapporté au pouvoir d'achat. Donc c'est ça qui compte. C'est pas des prix en Oui, c'est ça qui absolu, compte. donc des prix en Oui. dollars, corrigés de l'inflation, mais rapportés au pouvoir d'achat, ce qu'on appelle PPP. Donc ça veut dire que dans chaque pays, il y a un salaire moyen qui va venir déterminer le pouvoir d'achat de la population. Et c'est Population Power of Purchase, donc c'est exactement ça. Et donc en Israël, on est les plus chers du monde parce que les prix des biens de consommation, de l'immobilier, tout ce que tu veux, de l'électricité, du téléphone, etc., sont extrêmement chers par rapport au pouvoir Mm. d'achat de la population. C'est ça qui Ok. fait de nous le pays le plus cher du monde. Après, les prix en absolu, bien sûr qu'il y a des pays plus chers. Je vais dire une Oui, pomme au oui. Japon, je sais pas, ça coûte, Ça, c'est voilà, on logique. connaît. C'est logique. Donc voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Après, oui, il y a des catégories sur lesquelles on est moins cher, qui sont pas très nombreuses, mais il y en a, par exemple les communications, parce que justement il Mm. y a eu la réforme de la téléphonie qui fait qu'on est le pays quasiment le moins cher du monde en termes d'abonnement internet et de mobile. Bon, même si C'est la vrai. prestation est pas au niveau, c'est-à-dire on n'a pas la 5G, bon, on n'a pas la fibre partout, mais c'est pas grave, ça reste quand même extrêmement peu cher. Pour l'électricité, on est à peu près au niveau. Mais pour des biens comme par exemple donc l'immobilier, la location d'appartements, l'éducation, la santé, Mhm. on est un pays où la population met le plus de sa poche pour compléter le panier de soins qui est fourni par l'État. Donc l'éducation, pareil, il y a beaucoup de frais qui sont demandés aux parents pour même dans le système public. Hein, le système public n'est pas gratuit. En France, je peux t'assurer que quand t'es, bon, nous on connaît surtout les écoles juives, mais quand t'es dans le Oui. public en France, tu débourses rien, tu débourses pas 1 euro de toute l'année, tu vas peut-être donner Ouais. 10 euros pour la caisse de l'école, mais on va pas te demander de payer des voyages, des excursions, etc. Donc il y a l'éducation et puis donc moi ce que je connais le mieux évidemment c'est la consommation, les biens de consommation courante et là oui on est très très cher. On est très cher puisqu'on Mhm. réussit à être plus cher en absolu que des pays où le PIB est bien plus élevé qu'en Israël et où le pouvoir d'achat de la population est plus élevé. Donc ça prouve à quel point on est cher. Ouais. Ok, je comprends. Ok. Ok. Ça, c'est très intéressant parce que si tu veux, moi, je suis pas un économiste ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, j'essaye de comprendre. Je suis dans une espèce de parcours où j'essaye de lire et de comprendre de quoi il s'agit. Et la question que je me pose, c'est que dans un prix, au fond, il y a beaucoup de choses qui rentrent. C'est-à-dire, un prix, il est fait par énormément de facteurs, etc. C'est très difficile à savoir. Ce que j'entends, ce que tu dis, c'est qu'il y a une partie du prix qui est faite par le manque d'information du consommateur. Ça veut dire que le fait que le consommateur, il n'a pas devant lui toutes les informations qui seraient pertinentes, fait que les prix montent. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce mécanisme? Parce qu'en fait, si j'en comprends bien ce que tu dis, c'est au cœur de l'idée de l'application. Si jamais des consommateurs ont des informations qui leur manquent,
les prix potentiellement pourront baisser. Est-ce que tu peux expliquer ça, comment ça marche? Alors oui, parce qu'il faut prendre un peu les choses à l'envers. Ça veut dire que Mmh. quand les consommateurs commencent à exercer leur pouvoir de rétorsion, entre guillemets, à par exemple boycotter des produits, ne pas les acheter, réclamer des baisses de prix, dire qu'ils les achèteront pas tant que ça baissera pas, ça fonctionne. Mais comment on en est Mmh. arrivé avant ça à ces niveaux de prix? C'est pas seulement par un manque d'information, c'est parce qu'effectivement les consommateurs n'ont pas agi parce qu'ils n'étaient pas informés, mais aussi parce qu'on a laissé se former des monopoles, on a laissé se former des abus de position dominante. Un produit qui est fabriqué en Israël. Je ne prends pas un produit qui est importé, mais un produit qui est fabriqué en Ouais. Israël. Les structures de coûts dans un pays qui est très cher vont être forcément impactées par le fait que tout est cher dans le pays. Ça veut dire, on nous le dit sans cesse, souviens-toi. On nous dit, dans les supermarchés, c'est cher parce que l'immobilier est cher. Nous, on doit payer super cher notre loyer, et puis il y a la Arnona qui est vachement chère, et puis là, on Mmh. nous a augmenté l'eau, et puis l'électricité. Donc, plus c'est cher, plus c'est cher. D'une certaine façon, c'est vrai. C'est logique. C'est Et logique. bien sûr. Mais par exemple, en Israël, le travail n'est pas cher. On nous dit toute la journée que le travail est très cher. Le travail n'est pas cher en Israël. Non, les charges sociales en Israël ne sont pas du tout plus élevées qu'en Ah, France. ce que tu veux dire, Le salaire explique ce que tu veux dire, moyen, le travail n'est pas cher. Je suis pas sûr que c'est très clair pour tout le monde, parce que c'est pas quand très on clair dit pour moi. Qu'est-ce que ça ça veut veut dire dire les le travail n'est pas salariés, cher? ça coûte super cher. Mmh. Ça veut dire les salariés Ah, coûtent ok. très cher. Donc ça, si moi je fabrique un produit dans mon usine, je vais devoir payer des salariés pour le fabriquer. Oui, ok. Plus je paye mes salariés cher, plus mon prix de revient va augmenter. Donc en Ouais. Israël, on va te dire, le prix de revient est élevé parce que l'électricité coûte cher, mais l'électricité coûte Mhm. pas plus cher qu'en France, par exemple, parce que l'eau coûte cher, si j'ai quelque chose qui consomme beaucoup d'eau, mais en fait en Israël, les entreprises ont des tarifs particuliers sur l'eau, en particulier les agriculteurs, et donc en fait non, l'eau n'est pas si chère. L'immobilier, oui, est cher. L'Arnona aussi, puisque c'est le revenu principal des collectivités locales en Israël, donc elles sont obligées de percevoir une Arnona très chère parce que sinon elles auraient aucune ressource. L'État ne finance quasiment pas les collectivités locales. Et donc du coup, Mm. de fil en aiguille, tu arrives à toute une série de facteurs qui s'entassent les uns sur les autres. Et ton entreprise de base va te dire ah oui mais attends regarde déjà avant même de commencer d'avoir gagné de l'argent, d'avoir vendu, regarde quel est mon prix de revient. Voilà. Ouais. Donc Ouais. effectivement, certains prix de revient en Israël sont plus élevés. Mais ça ne justifie en aucun cas des différences de prix de 20, 30, 40, 50% avec l'étranger. Alors ça, c'est un premier Alors attends, argument je que je pense te que tu as dis. raison. En fait, je pense que tu as raison, il faut prendre la question à l'envers. C'est une très bonne remarque, il faut prendre la question à l'envers. Est-ce qu'on peut-être on peut essayer de rentrer un petit peu plus profondément dans ce phénomène du coût de la vie en Israël? Est-ce que tu as une vision globale des grands facteurs qui font que ici c'est beaucoup plus cher qu'en France? Moi, je peux penser par exemple que alors encore une fois, je pense qu'il y a effectivement probablement il faut une analyse très détaillée avec des chiffres, etc. de qu'est-ce qui est un facteur dominant dans le prix ou pas. Mais par exemple, si on compare à la France, elle fait partie d'un marché plus global qui est l'Europe. Et donc, il y a beaucoup plus d'alternatives pour n'importe qui achète qui que ce soit, achète quoi que ce soit, de faire jouer de la compétition. Alors qu'en Israël, on est plus isolé. Quand on fait venir quelque chose, il faut lui faire traverser la mer ou faire passer par. Alors que n'importe quel camion peut traverser l'Europe d'est en ouest pour faire amener des produits. C'est un exemple comme un autre. Je ne saurais pas te dire quel est le pourcentage de ça dans le coût de prix. Est-ce que tu as une vision de ces grands facteurs-là? Alors ça, c'est justement l'explication qu'on donne toujours et qui est complètement bidon. Voilà, donc je le dis un peu Ok. brutalement, mais je te conseille, on peut aller si tu veux, regarder demain les sites internet des supermarchés de Chypre, qui est donc une île, tout près d'ici, hein, je crois. Mm. Pour laquelle, bah, pareil, on doit envoyer par frais maritime, qui coûte moins cher que le frais routier, je le rappelle, et qui est beaucoup moins cher, enfin la moitié du prix d'Israël. Donc non, Israël, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est cher. Il y a d'abord une raison qui est effectivement une raison historique économiquement. On part d'une économie qui a été une économie de type socialiste pendant des années. Ok. Donc une économie socialiste, c'est une économie qui va chercher à la fois à être autosuffisante, mais aussi une économie qui va se contenter d'une seule entreprise par produit parce qu'elle ne croit pas à la concurrence, que l'État est hyper interventionniste, va souvent fixer les prix. Et donc en Mhm. Israël, on est passé d'un secteur où on avait un truc de gâteau, Osem, un truc de mayonnaise, Thelma, un truc de lait, Nova, enfin bon voilà, etc., à une économie qui a été libéralisée, mais où ces monopoles d'État ou entreprises quasiment nationales ont été vendus en bloc à des boîtes privées qui en ont fait des monopoles privés. Il n'y a pas pire que le monopole privé, parce que le monopole privé, il a à la fois l'envie de gagner beaucoup d'argent et la rente de Ouais. situation. Donc on a déjà C'est-à-dire, attends, démarré est-ce que par monopole privé, ce que tu veux dire, c'est que c'est des monopoles, ça veut dire que c'est des entreprises privées, mais qui disposent du monopole par la force de l'État? Ben oui,
Ok. Pas par la Ouais, force de l'État, parce que le marché. Hmm. Oui, par la force de l'État, tu as raison de le dire, parce que quand tu libéralises un marché et que tu l'ouvres et que le monopole qui était, par exemple, je sais pas, Tnuva, c'était des coopératives de kibbutz, devient Mhm. privé, une société cotée en bourse, si Ouais. l'État ne fait pas son boulot pour faire rentrer de la concurrence sur ce marché, un monopole qui est en place, c'est impossible à casser. Tu as Très 80% difficile du à marché faire du bouger. lait, tu peux toujours y aller pour essayer de casser le monopole. Donc oui, c'est ce qu'on a fait avec Bezek aussi. Par exemple, pendant des années, Bezek a eu le monopole du téléphone, c'était une ancienne société nationale. Et beaucoup de sociétés israéliennes se sont comme ça, ont démarré leur vie de société privée, déjà avec une rente pas possible, sans avoir besoin à se fatiguer Mhm. de séduire le consommateur. Elles étaient déjà installées, elles avaient déjà les réseaux, elles avaient déjà la clientèle, elles avaient déjà la marque. Et petit à petit, elles ont augmenté les prix. Et le consommateur, lui, était bloqué puisqu'il n'y avait pas de concurrence. Donc ça, c'est une première chose, c'est une raison structurelle. Tu as des Ouais. monopoles qui sont là depuis des années et ils sont incassables, enfin incassables, ils sont cassables, mais pour les casser, il faut un régulateur. C'est pour ça qu'en France, par exemple, ou dans plein d'autres pays, quand on privatise un gros service, on le casse en morceaux. D'accord? Exactement comme la téléphonie. On décide qu'il y aura 4 opérateurs ou 5 opérateurs, on sort un appel d'offres, tout le monde se présente et d'emblée, tu pars avec de la concurrence. Quand tu Ok. décides qu'il va y avoir une seule société de téléphone, c'est très problématique. Donc, dans l'agroalimentaire, il y a eu des gros monopoles qui se sont formés comme ça parce qu'ils ont été achetés et que l'État n'est pas intervenu pour dire si tu as plus que 60% du marché, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait 2 boîtes. Ok. Donc, il y a des tas de boîtes qui ont 80-90%. L'exemple le plus flagrant qu'on donne très souvent, c'est un bon exemple, c'est Vysotsky. Vysotsky, donc, c'est le thé. Voilà, Le israélien thé. depuis toujours, les boîtes de thé qu'on voit partout. Donc, Vysotsky possède la bagatelle de 90% du marché du thé en Israël. Ok, enfin, il y Mhm. avait en fait quasiment que Vysotsky jusqu'à il y a, disons, 15 ans. Vysotsky a même réussi, avec son pouvoir, sa connexion, on va dire ça très gentiment, avec les hommes politiques et avec le monde de la réglementation, à faire passer une Ouais. loi en Israël qui disait, attention bien, que tous Je les crois que je sachets de connais. Ouais, thé qui vas-y. sont agrafés sont Ah interdits. oui. Tu connais cette histoire? Oui, oui, Voilà, je connais cette c'est histoire. J'ai lu énorme. quelque part. Parce que Vysotsky, ils sont collés, ces C'est sachets. fou. Voilà. Et comme ça, bah, Lipton, Twinings, j'en sais rien, moi, toutes les grandes marques ne sont jamais rentrées en Israël. Puisque, enfin voilà, je te parle pas non plus des couches, des cartables, tous ces produits sur lesquels il y a des standards industriels spécifiques qui permettent de bloquer la concurrence. Donc, on a une première situation où tu as des monopoles qui sont là. Une deuxième situation où l'État intervient comme le grand patron de l'industrie et vient protéger systématiquement les sociétés israéliennes de la concurrence, ce qui est une très très mauvaise idée. Parce qu'une société, une entreprise qui n'est pas exposée à la concurrence va se fossiliser, va Mhm. devenir pas innovante, va devenir chère pour rien, ne va rien proposer aux clients et va se reposer sur sa rente de situation. C'est comme ça qu'on n'a Parce qu'elle n'a qu'une pas marque besoin de de masse plaire gamme aux en gens. Elle n'a Israël, pas hein, je besoin le rappelle. Hein. de faire un produit Elle n'a, de voilà. qualité pour obtenir l'argent des gens, puisque les gens ils ne peuvent acheter que chez eux, puisque l'État protège la situation de cette entreprise. Mais voilà, c'est par C'est exemple. exactement ça, le Mais monopole ouais. tue l'innovation. En Israël, on Mhm. a une association qui s'appelle Itardut Ta'asiyanim, c'est l'union des Ok. industriels, c'est un peu le Mhm. patronat d'Israël, Le et ben syndicat, c'est c'est un ça qui fait syndicat? toute la journée. Ouais, c'est comme un syndicat, mais enfin bon, c'est une guilde, une union, enfin tu vois, c'est pas des Ok, salariés, ok. c'est des entreprises. Mais tu peux pas Mhm. t'imaginer, je veux dire, ils sont tout le temps, ils ont la main partout. Moi, j'ai travaillé pendant Mhm. des années à la commission du travail des affaires sociales de la Knesset. À chaque fois qu'il y avait une loi qui menaçait quoi que ce soit, ils débarquaient, sans te parler de ce qui se passait à la commission de l'économie, à chaque fois qu'on parle des prix. Donc, je reprends donc, t'as une situation structurelle qui est pas bonne, sur laquelle tu viens rajouter une couche avec un État qui, au lieu de faire son boulot, qui est d'encourager la concurrence, d'encourager l'innovation via l'importation, s'il y a des gens qui trouvent que le marché israélien est intéressant et qui veulent vendre aux consommateurs israéliens, Mhm. tant mieux, Mhm. ça stimule Ouais, tout le make monde sense. et puis ça fait rentrer des devises, etc. Ok, on les a bloqués. Et derrière, effectivement, donc une non-éducation systématique des consommateurs qui ne connaissent qu'une situation, celle où il y a qu'une seule marque, qu'on leur vend comme étant authentique, tu vois, Tnuva avec sa petite maison bleue, tout ça, ça c'est un truc Made qui in me tue, c'est une Israël. société chinoise qui est cotée en bourse, hein, donc voilà. Et on te Mon présente Dieu. une capacité à trouver une alternative. Ça n'existe pas l'alternative. Et puis les prix augmentent parce que les monopoles sont pas seulement pas innovants, mais évidemment ils ont tendance à être beaucoup plus chers. Et puis on se retrouve Mhm. prisonnier parce que plus t'es fort, plus t'es fort, plus t'es fort, plus t'es fort. Donc c'est ça le coût de la vie en Israël aujourd'hui. Ok. Donc j'entends, il y a deux. Tu
d'abord, et je pense que ça c'est effectivement la nature humaine qui est assez logique, c'est que les entreprises cherchent à faire du revenu le plus possible, sans, souvent sans C'est scrupule, normal. et sans scrupule, et c'est entre autres, enfin, c'est attendu, on va dire. Personne n'est surpris par ce truc. Ce que tu dis, toi, c'est que l'État, il a une double problématique à l'intérieur de l'État. Une première, c'est qu'il n'y a pas assez de travail qui est fait pour ouvrir les marchés. Et une deuxième, c'est qu'il activement parfois bloque des marchés en bloquant l'importation, en protégeant des positions de certaines entreprises pour des raisons ou historiques ou etc. Comme, enfin, je sais pas, je n'ai pas d'idée particulièrement, mais en tout cas maintient des monopoles en vie sans alors que éventuellement s'ils avaient été des monopoles d'État, c'est-à-dire que l'État contrôlait l'entreprise, ça aurait peut-être vraiment grave, peut-être plus, hein. C'est une question ouverte pour moi. J'en sais peut-être que c'est du cas par cas, je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que tout le temps le monopole privé c'est moins bien que le monopole d'État, ou est-ce que le monopole d'État parfois c'est mieux que le monopole privé? Je sais pas, Ça c'est dépend de l'État. peut-être ouais. Peut-être ça dépend de l'État, peut-être ça dépend de la population. Il y a beaucoup de Ah choses oui. qui rentrent, la culture, c'est comme tu as dit, hein, c'est-à-dire la culture politique et économique d'une population, ça change beaucoup. Ça fait. Dire, les Américains sont très sensibles à leur liberté individuelle et choses comme ça à cause d'une culture, tu vois, et qui fait que peut-être chez eux les choses se passent différemment, ce qui est faisable en politique et peut-être pas faisable chez eux et peut-être faisable chez nous parce que nous on n'a pas cette culture-là. Donc c'est très intéressant et intuitivement, je suis absolument d'accord. Ça me semble tout à fait logique. La question, si tu veux, la question technique que je me pose, c'est que comment est-ce que l'application, en tout cas Caspenos, tu vois, comment est-ce que c'est possible de renverser cette vapeur bottom-up, on va dire ça comme ça, à ton avis, Ouais. à Alors attends, partir voilà, de la je voudrais population? juste, ouais. Je voudrais juste préciser un truc sur ce que je t'ai dit parce que justement, Mhm. c'est vachement intéressant ce que tu as dit sur les Américains. Parce que il y a un truc en Israël qui est stupéfiant. C'est que je t'ai Oui. parlé de l'État comme d'un espèce de défenseur des monopoles qui empêche les choses de bouger, l'innovation. Mais en Mhm. même temps, l'État tient sur lui-même un discours hyper moderne. On est d'accord. On est la Startup Nation. C'est-à-dire, L'État, oui, il te rappelle en permanence que ouais. il a fait sa révolution. On a un premier ministre qui est un apôtre un adepte de Milton Friedman et du libre marché. On parle sans cesse de libéraliser, de déréglementer. C'est vraiment le mot d'ordre de l'État, alors qu'en fait, dans la réalité des choses, entre le Ils font pas tout ça? discours des politiques et la Mhm. réalité quand tu es à l'intérieur de l'appareil d'État, moi j'ai travaillé aussi bien à la Knesset qu'à l'intérieur d'un ministère où j'étais chargée de simplification administrative, donc de faire soi-disant simplifier la réglementation. Je peux te dire que c'est Oui, vraiment, c'était pas du tout le cas, c'était pas du tout ça en fait. Tu as tout un oui, appareil qui est complètement sclérosé, un discours qui est tenu et la réalité qui est complètement différente. Donc c'est pour ça aussi que ça induit les citoyens en erreur, parce que tout le monde est persuadé oui. qu'il habite dans la startup nation, alors qu'en fait la startup nation elle est quand même réservée à 11% de la population, d'accord? Et les Ouais, autres, ils ouais, vivent ouais, pas dans ouais. la startup nation, ils vivent un peu Non, comme dans une oligarchie, d'accord? Un peu comme la Roumanie ou la Hongrie, j'en sais rien. Pas pour la politique, mhm. hein, pour l'économie. Voilà. Pour Donc, l'économie. qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser les choses? Bah, écoute, moi, Attends, je juste dis avant, parce que tu as toujours, dit quelque chose qui m'intéresse, vas-y, t'as dit quelque chose qui ouais, m'intéresse. Euh, tu as dit effectivement, il y a cette divergence entre le discours qu'on entend au niveau des politiques, qui est un discours libéral, effectivement. En tout cas, le discours de Netanyahou, qui est le discours libéral, etc., comme il appelle, je sais plus c'est quoi son analogie entre l'homme gros et l'homme et l'homme maigre, gros, ouais, c'est ça. etc., entre C'est la l'homme maigre relation qui porte entre l'homme gros sur son dos. Voilà. Ouais. voilà, c'est ça, c'est-à-dire que alors qu'il faut, il y a toute une analogie, comme tu as dit, qui est basée sur le libéralisme classique, presque, j'ai envie de dire, économique. Euh, tu as évoqué Milton Friedman. Moi, j'ai adoré lire Milton Friedman. J'ai trouvé ça excellent. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est que derrière tous ces discours, comme si on était un pays libéral, ouvert, où tout le monde peut faire la liberté d'entreprise et où tout se passe bien, concrètement, il y a du capitalisme d'État. Concrètement, il y a des régulations qui sont beaucoup trop présentes et qui étouffent et les consommateurs et les entrepreneurs, etc. Donc, c'est très intéressant. Est-ce que ça, par exemple, ça arrive pas ailleurs? Est-ce qu'on est les seuls à vivre ça? Est-ce qu'en France, il n'y a pas quelque chose de semblable, par exemple? Oh, bien sûr, non, mais dans tous les pays du monde, Mhm. t'as des gens qui sont chargés de réglementer, qui sont chargés d'administrer, qui sont chargés de faire gagner de l'argent à l'État et qui ont leurs Mhm. intérêts à cœur. Mais justement, tout est dans la capacité à faire des réformes de l'État. En France aussi, on avait quand même un appareil d'État très lourd, mais la France, c'est pas du tout la même chose parce que la France, l'administration est lourde, mais elle est quand même un petit peu décentralisée.
Tandis qu'en Ok. Israël, les collectivités, comme je te le disais au début, n'ont quasiment aucun pouvoir. C'est l'État qui décide de tout. Et puis en France, on prétend Hmm. pas être des super capitalistes. Enfin, la France, c'est un pays social-démocrate classique. Allez, vaille, qu'on soit Mhm, mhm, nous-mêmes mhm. sociaux-démocrates ici déjà, qu'on ait ça serait déjà merveilleux. Et en plus, la France, c'est une vieille économie. Et puis, C'est t'as vrai, quand même, c'est vrai. voilà, c'est pas la même administration. Mais bien sûr qu'on voit dans tous les pays du monde les mêmes lourdeurs, la même volonté de mettre des réglementations partout. Tu vois bien ce qui s'est passé avec les agriculteurs en France il y a peu de temps. C'était uniquement Hmm. sur les normes et les réglementations. En Oui, oui, oui. Israël, la problématique qu'on a, c'est que contrairement à l'Europe, en France, on a la chance d'être dans l'Europe, pour qui le dogme libéral et le dogme du libre-échange en particulier est Oui, hyper important. Et oui, finalement, même si ça a fait des dégâts, hein, c'est sûr que ça a fait des dégâts sociaux en France, ça a quand même permis la mondialisation, une baisse une augmentation du pouvoir d'achat, une augmentation oui, des oui, oui, échanges. oui, Alors, bien sûr, tout ça, on comprend que il y a des aspects négatifs et positifs, mais pour moi, les ouais. aspects positifs l'emportent largement. En Israël, on n'est pas du tout dans ce cas-là, puisqu'on n'a pas de Ouais. libre-échange. On est un pays forteresse, on est fermé au reste du monde, on importe beaucoup, mais avec des normes incroyables, avec énormément de taxes douanières, et à chaque fois qu'on veut protéger quelque chose, on colle une taxe douanière et hop, c'est fermé. Et il n'y Hmm. a pas Donc tu l'Europe dis pour c'est venir pas dire comme tu non, disais. faut pas faire ça. Voilà. Comme tu Donc du disais, coup, l'isolation, l'idée de l'isolation, c'est bidon. C'est pas l'isolation géographique qui est importante, c'est l'isolation administrative qui est importante. C'est-à-dire qu'on est absolument, incapable de faire absolument. venir des choses à bas prix pour attirer des gens qui veulent vendre sur le marché israélien. Et donc, on leur met des taxes de je sais pas combien de pourcents. Et en fait, j'imagine que Énorme. les Bah oui. entrepreneurs globaux, ils viennent pas ici parce que ça vaut pas le coup. Ben, c'est-à-dire que voilà, c'est exactement ça. La viabilité économique d'importer Hmm, beaucoup de produits hmm. en Israël n'existe pas. Et bon, les Ok. exemples qu'on donne toujours, c'est les exemples de l'agriculture parce qu'ils sont très parlants. Moi, je suis tout à fait pour défendre l'agriculture israélienne. Le problème, c'est que la production agricole israélienne, elle n'a pas augmenté depuis 10 ans. Et la population, pendant ce temps-là, elle a augmenté de plus de 10%. Donc, si tu veux, Oui. ça fait un problème d'offre et de demande mécanique Oui. qui fait qu'il y a tout simplement Oui. pas assez pour tout le monde. Donc on importe que en cas de besoin. On attend qu'il y ait une pénurie pour importer parce que surtout, oulala, faudrait pas porter atteinte aux agriculteurs. Les Hmm. rendements n'ont pas augmenté, mais la productivité agricole n'a pas augmenté non plus. Comme je te l'ai dit, le monopole tue l'innovation. Tout le monde pense que l'agriculture israélienne est super technologique, mais en fait, on n'a pas fait de grandes inventions depuis le goutte à goutte il y a 30 ans, à part dans des domaines peut-être comme la viticulture, des petits trucs sur les pesticides. Voilà, Israël, Des c'est pas trucs une niches, tu veux dire. agriculture C'est pas qui des est choses qui techno. changent de façon brutale. Non, Enfin, c'est pas ce qu'on des croit. trucs C'est pas niches, du quoi. tout aussi Ouais. innovant qu'on croit. Il y a Hmm. énormément d'agritech en Israël, d'agrotech, Ouais. pardon, Oui, oui, oui. mais c'est peu appliqué en Israël. C'est très souvent pour les pays africains, pour les pays qui ont vraiment des problèmes d'eau, par exemple. Et donc, du coup, par Ok. exemple, on donne toujours le même exemple, hein, d'accord? Oui. En Israël, Oui. il y a 2 ou 3 exploitations qui produisent de l'ananas. Nous, on aime l'ananas. Quand on était en France, ça coûtait 1 euro. Je m'en souviens encore très bien. En Israël, ces types-là, bon, ils ont décidé qu'ils n'avaient pas envie qu'on importe de l'ananas. OK? Donc, le ministère de l'Agriculture a mis sur l'ananas une taxe douanière de 300%, quelque chose comme ça. Donc déjà, quand Mhm. tu l'importes, t'as vu comment ça coûte importer. Ok. Et ensuite, pour tuer le truc et soi-disant pour lutter contre les nuisibles, qui, note bien, ne nuisent à personne d'autre dans le monde à part à Israël, ils réclament de couper la couronne de l'ananas, ce qui réduit sa vie de comment on appelle ça, sa durée de vie, voilà. Mhm. Ça la coupe il se conserve à peine une semaine et donc il est tout ratatiné et t'as pas Mhm. envie de l'acheter. Donc t'achètes les Ok. ananas de la vallée du Jourdain qui sont 2 mois par an et encore, voilà. Donc j'ai rien contre les Mais attends, il n'y a agriculteurs pas qui des font des ananas en justifications à ce Israël, genre de régulation. Il y a des gens, ils disent voilà. quelque chose quand ils disent on va vous demander de couper la tête de l'ananas. Ça semble complètement Ah, mais c'est comme arbitraire. ça, Pourquoi oui, est-ce qu'on bien ferait sûr. une Il chose y a des pareille? études qui te montrent qu'il y a des nuisibles qui peuvent rentrer. Il t'oblige à faire ça. C'est comme les tomates. En Israël, tu sais qu'une tomate n'est pas produite en Israël quand elle n'a pas Hmm. de feuilles vertes. Voilà, parce qu'ils obligent à les retirer. Quand elle n'a pas son petit Ok. pédoncule. Tomate israélienne pédoncule, tomate sans C'est pédoncule, elle vient de Turquie. Voilà, je te le dis à l'avance, comme c'est ça tu le sais. C'est une façon de voilà, repérer. je sais. Donc, Maintenant, je peux reconnaître les tomates turques, c'est très tu pratique. peux reconnaître les tomates turques très facilement parce que bon, normalement maintenant, l'origine des produits agricoles devrait être indiquée. Non, mais tout ça, c'est pour te Hmm. dire qu'en fait, on a Ok. toutes sortes d'idées incroyables pour empêcher la concurrence de rentrer. Donc, la concurrence, c'est quand même la vie, hein.
Moi, ce que j'aime, c'est qu'on se batte pour mon argent, qu'on me propose de l'innovation. J'ai envie d'avoir du choix. C'est normal. Si t'es mauvais, ben tu vendras moins. T'as Je qu'à partage. t'améliorer, tu vendras plus. Voilà, c'est pas du darwinisme économique. Enfin, c'est quand même la base. C'est quand même normal. On est dans un monde commercial. Mhm. On a des produits. La consommation, c'est aussi un acte citoyen. J'ai envie de consommer en fonction de mes idées, en fonction de mes principes, en fonction de mes goûts. Voilà. Et ça, c'est empêché. Et c'est empêché. Mhm. Et en plus, du coup, puisqu'il n'y a pas de choix, eh ben, on n'a qu'à faire super cher. Et c'est ça notre Mhm. situation aujourd'hui. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce que tu penses, c'est peut-être une parenthèse, on va revenir à Caspenou tout de suite, mais qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Argentine en ce moment avec notre ami Javier Milei, qui nous aime très fort? Mais qu'est-ce que tu penses? Par exemple, lui, il opère une réduction extrêmement drastique de l'État, c'est-à-dire qu'il est en train d'en faire un squelette, la base de la base de la base. Qu'est-ce que tu penses d'une opération comme ça? Alors que l'Argentine, c'était, si je comprends bien, un pays qui était économiquement dans la catastrophe. Et C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que c'est-à-dire ça t'évoque? bah, écoute, moi, je connais pas très très bien ce qu'il est en train de faire. Je lis un peu le journal comme ça, mais pour tout te dire, Hmm. voilà, l'Argentine, c'est un pays qui va de purge en purge, quoi. C'est vraiment catastrophique. L'économie est pas en bonne santé, et à chaque fois que tu Mhm. fais un traitement de cheval sur une économie en mauvaise santé, ça va jamais la guérir. Mais ce qui est certain, c'est que la disparition de l'État, ça n'a jamais été la solution, parce que l'État, c'est la seule entité dans un pays qui est en faillite, qui a la capacité de mettre la main à la poche, de réenclencher l'économie. Bon, ça c'est keynésien, mais c'est comme ça que ça fonctionne aussi, de faire des grands chantiers je sais pas moi, reconstruire des routes, de mettre en place des écoles. À un moment donné, il faut financer, même si on finance par la dette. Le problème, c'est que l'Argentine s'est enfoncée dans une problématique de dette et qu'après, quand Hmm. tu sais bien comment c'est, quand le FMI te prête de l'argent, après, il faut être dans la doxa, il faut hyper bien respecter ce qu'on t'a demandé de faire. Et donc, dès Ouais. que tu as des débordements parce que tu as des problèmes sociaux, tu as des émeutes, voilà, tu es quand même bien obligé dans un pays de calmer le jeu. Hein. Je rappelle qu'à chaque fois qu'en France, ou même en Israël, on a des problèmes, on verse de l'argent dessus, hein, c'est partout pareil. Et donc l'Argentine, elle s'est petit à petit transformée, comme tu le dis, en un véritable squelette de pays. Je vois pas très bien comment la dollarisation de l'économie ou la disparition de l'État va aider. Sans école, sans hôpitaux, sans médecins, on voit pas très bien comment assurer l'avenir d'un pays. Je pense pas que ça Hmm. soit une bonne idée. Ça paraît toujours bien de Ok. dire que l'État c'est le problème et pas la solution, mais on voit bien ce que ça a fait à l'Angleterre, qui est plus que l'ombre d'elle-même, et qui aujourd'hui s'en rajoute encore avec le Brexit. On a quand même cette catastrophe qui se produit en face là de la France, d'un pays qui est en train de devenir un truc un peu bizarre, quoi, l'Angleterre, hein, avec des pauvres, des gens qui n'ont pas de quoi se chauffer, des gens Ouais. enfin, on se rend bien compte que si t'as pas un État, un régulateur, des impôts, un libre marché qui cohabitent à peu près en harmonie, c'est très compliqué d'aller à la Mhm. prospérité, quoi. J'ai une question fondamentale d'économie qui me vient ici, mais je pense je la garde pour plus tard et je veux revenir à Caspenou et je veux pour que tu aies l'occasion de vraiment bien présenter le projet. Du coup, je reviens à cette situation qui est effectivement difficile. Euh, Comment est-ce que, à ton sens, le projet que tu proposes peut contribuer à une amélioration? Alors, c'est vraiment compliqué. C'est quelque chose à quoi j'ai réfléchi pendant littéralement des années, parce que c'est un problème tellement énorme que personne ne sait par où le prendre. Mhm. Moi, je suis pas l'État. Je trouve que l'État devrait en faire beaucoup plus. Ouvrir les marchés, administrer la concurrence, baisser la réglementation. Ok. Mais c'est pas moi l'État. Les gouvernements viennent et se succèdent et tu vois bien que tout le monde parle et que personne ne fait rien. C'est quand même Ouais. chaque ministre de l'économie qui arrive te dit qu'il va faire la chose, puis il n'arrive pas. Puis tu vois Lieberman qui avait un super, enfin franchement son programme était vraiment bien. Il s'est heurté à une opposition, en particulier avec le lobby agricole. Il a jamais réussi à faire passer la réforme de l'agriculture, même s'il y a des choses Ouais, qui ont ouais. été faites. Mais tu te rends compte que c'est un travail de longue haleine. Et en Israël, le prochain gouvernement, c'est toujours demain, donc c'est compliqué. Donc ça, c'est l'État. Ouais, Il y a un probablement. deuxième acteur de ce marché, Mhm. c'est les entreprises. Parce que qui nous Ouais. vend ces produits qu'on achète? C'est les marques, les fabricants, les importateurs, les distributeurs. Là, Yes, pour yes. moi, il y a un angle mort en Israël. Je constate que par rapport à plein d'autres pays du monde, en raison justement de de cette privatisation très brutale et de l'incompétence totale de l'État pour ce qui est de gérer le secteur des entreprises, les entreprises ne se sentent pas du tout investies d'un rôle citoyen quel qu'il soit. Elles ne se voient Ok. pas comme un acteur de la vie sociale. Bon, chaque entreprise fait un peu de philanthropie, un petit programme social par-ci, par-là. Ça n'a rien à voir avec le rôle moteur que peuvent prendre des grandes entreprises dans d'autres pays. D'accord? Une grande entreprise dans un pays qui fonctionne va faire beaucoup plus. Elle va dialoguer avec l'État,
elle va engager des réformes, elle va faire, par exemple, si on se rend compte qu'il y a des problèmes de salaire, bon, ici on a la Histadrut, donc c'est problématique, elle va engager des négociations, mais disons, il y a ça, et elle va se considérer au moins qu'elle doit faire semblant d'être un acteur social du pays, même si elle y croit Ça pas. existe ça dans Elle va d'autres faire des pays? choses pour Tu connais des exemples? Moi, bien sûr, je connais pas, mais l'environnement, toutes les grandes entreprises. Je veux dire, en France, faut regarder ce que les grandes entreprises font. Elles ont des programmes inclusion, elles font toutes des choses pour l'environnement, elles ont des programmes diversité, elles vont ouvrir des formations, elles vont ouvrir des chaires dans des universités, partout, partout, partout. En Israël, dans la mesure où on a substitué à ce rôle-là une philanthropie étrangère très puissante qui déverse 13 milliards de dollars par an dans l'économie israélienne, hein, c'est énorme. Eh bien, les entreprises ne font pas ce rôle parce qu'il y a des millionnaires à l'étranger, il y aura toujours, entre guillemets, un frayeur qui sera là pour payer ces programmes sociaux. Et donc, du coup, les entreprises ne font que gagner de l'argent. Et pire encore, quand on a privatisé l'économie israélienne dans les années 90, enfin, tu vois, le début, après la faillite de l'État, etc., on a considéré les entreprises comme les sauveuses de l'économie, puisque l'État était en faillite et que l'État ne savait pas oui, administrer l'économie. Donc on s'est dit, oui, allez, oui. peut-être sauvez-nous, entre guillemets. Et ben les Ok. entreprises, moi je peux dire, ça fait 30 ans qu'elles sont sur le sauvez-nous, elles sont toujours pas compris que là, non seulement elles en ont trop pris de l'argent, mais qu'elles ne sont pas acteurs et elles ne font pas leur boulot. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très problématique. J'estime qu'il y a un vrai problème avec les entreprises en Israël. On les amène pas assez à participer, C'est à une question collaborer. de mentalité, à ton avis? C'est-à-dire que... Les relations avec l'État, ce qu'on appelle on Shilton en hébreu. D'accord? Une Ok, proximité très très forte, une incapacité totale d'un homme politique à regarder le secteur des affaires comme autre chose que l'endroit où il travaillera peut-être quand il sera plus en politique, ou ok. comme que quelqu'un qui pourra donner de l'argent pour son prochain parti. Il y a quand même Donc c'est pas tout seulement ça, les c'est entreprises, que je comprenne bien, c'est pas seulement les entreprises, c'est une espèce de convergence, de connivence avec l'État ou avec certaines ah parties oui, de l'État, avec la bureaucratie. Et c'est ça et ça cette a un nom. convergence-là fait que les entreprises en fait peuvent être concentrées, comme disait Milton Friedman, au lieu de faire du lobby auprès des consommateurs, de faire du lobby à Washington pour obtenir ce dont ils ont besoin. Donc merci Exactement, Milton. Voilà. avec les fameuses portes tournantes, hein, tous les types du Mhm. ministère par exemple aujourd'hui, qui dirige Strauss, qui est le directeur général de Strauss, l'ancien directeur du département, l'ancien directeur général du ministère des Finances, Ok. Shai Babad, par Donc exemple, tu veux pas vexer quand Shaul quand t'es Meridor, voilà. au volant de la régulation, tu veux pas vexer ceux qui tu vas travailler quand on va te sortir du volant de la régulation. C'est exactement. Ok. Mais bien sûr, c'est très connu, en particulier dans la santé. Bon, ça existe dans le monde entier. Mm, Mais en mm, tout cas, mm. donc on a déjà des entreprises qui sont pas actrices. Tu vois, moi, j'ai Ok. pas entendu depuis le début de la guerre toutes celles qui sont en train d'augmenter les prix dire on va faire quelque chose. On a des réservistes, tous les soirs, on voit des photos de Milou Kim, on nous fait pleurer avec des violons. Est-ce Mhm. qu'une des banques a vraiment offert 6 mois de mashkenta à une famille? Mais pas du tout. Ils ont repoussé la mashkenta et les gens payent des intérêts dessus et ils n'arrivent pas à rembourser. Là, les non-remboursements d'emprunts en Israël ont atteint un sommet inédit depuis toujours. Donc c'est un Ok. deuxième élément. Et donc qu'est-ce qui nous Ok. reste? Le troisième élément du triangle, c'est les consommateurs, c'est nous, c'est les citoyens. D'accord? Donc nous, on a tout le pouvoir parce que finalement, qui paye les impôts, qui travaille et qui donne son argent pour payer au supermarché, c'est nous. C'est Et notre donc, argent. Et cet argent-là, c'est un pouvoir. Sauf que nous, on s'en sert pas comme d'un pouvoir. On nous le prend, on se laisse déposséder, on est furieux, on est frustré, on est triste, on est énervé quand on va au supermarché, mais on se dit, ah oh non, quelqu'un, mais c'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Pourquoi? Bah parce qu'on est prisonnier de monopole. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas arrêter de boire du lait, arrêter de boire du thé, arrêter, etc., etc. mhm. Donc, ce que je me suis dit dans ma réflexion, c'était, d'accord, je vais pas dire aux gens d'arrêter de manger et d'arrêter de boire, c'est certain. Mais savoir, déjà, c'est pouvoir. Je veux dire, franchement, le savoir, c'est pouvoir, c'est évident. À chaque fois que quand j'achète, je sais à qui je donne mon argent et que j'ai pas envie de lui donner mon argent et que pour l'instant, j'ai peut-être pas le choix, mais que dès que j'aurai un autre choix, je le ferai et que je ferai autrement, alors déjà, je deviens j'ai plus de pouvoir. Si Ok. par la suite, je peux ensemble mettre en place des petites actions de boycott, ou réclamer des baisses de prix à des marques, ou me rendre compte que tel produit est de mauvaise qualité et cher, et je vais arrêter de l'acheter, je vais en acheter un autre. Mhm. Ça suffit, ça va très très vite. Je te donne comme exemple, et vraiment rapidement, les 2-3 boycotts qui ont eu lieu l'année dernière sous l'égide de Guy Lehrer avec son émission Le Tinor, tu sais, celui qui avait offert le supermarché. Guy Lehrer, c'est un Je me animateur souviens pas, mais vas-y. très populaire en Israël sur la chaîne 13. Il a une émission Mhm. qui s'appelle Atzinor.
Et donc, lui, c'est le chantre un peu du coût de la vie. Et l'année dernière, il a lancé 2 boycotts. Il a boycotté les pâtes au sème et il a Ok. boycotté le thon Starkist. Bah, les ventes des Starkist. 2 Ok. produits se sont effondrées avec 20 000 personnes qui ont signé une pétition sur 10 millions d'habitants. Tu vois, donc ça a suffi. Ok. Et au sème, c'est pas au sème, c'est au sème les pâtes. Euh, Il y a la différentes grande marque pâtes de ici. pâtes. Là. Non, mais celles qui Ici, sont les en grosses tout cas, prix, dans c'est le au sème, je supermarché trouve à que ça côté de doit. chez moi, on trouve du OSM, on trouve du Barilla et d'autres trucs, machin. Et les Ouais, c'est au Barilla et les sème, alors OSM c'est au sont. sème. Les OSM étaient pendant très longtemps beaucoup moins chers et maintenant c'est plus ou moins pareil. Donc on achète du Barilla en fait. Alors, suite au boycott, ils avaient renoncé à augmenter le prix pendant des mois, des Mhm. mois et des mois. Donc, ça prouve que si c'est bien fait, si c'est coordonné, si c'est organisé, si c'est réfléchi, ça peut marcher. C'est mon Ok. idée. Ok. Donc c'est plus un travail d'éveil des consciences qu'un travail économique. C'est-à-dire que l'idée c'est de euh, atteindre l'esprit des consommateurs avec ces problématiques-là pour leur faire dire peut-être qu'on n'est pas d'accord, peut-être qu'on devrait changer. Il y a une espèce de travail culturel en fait dans ce que tu proposes. Et si je me Alors, trompe pas. ou- alors oui, tout à fait, c'est juste, mais c'est aussi une expérience en économie comportementale, parce que quand Mhm. plein de gens changent leur comportement en même temps, ça a un effet Oui, économique énorme. Donc ouais, c'est bien sûr. là le moment que je donne le petit exemple, que j'explique un petit peu ce que c'était que Yuka, par exemple, en France. Donc Yuka, c'est une application qui s'est lancée en 2016, qui m'a beaucoup servi d'inspiration. Donc Yuka, c'est une application qui s'occupe pas d'économie, s'occupe que de qualité nutritionnelle des produits. Elle te donne sur Ok. chaque produit que tu scannes au supermarché, comme moi, tu scannes et tu as des informations nutritionnelles, avec une note de 0 à 100 et basée sur des indices économiques, des indices pardon de Ouais. santé, Ouais. le Ouais. Nutri-Score, le score, le degré de transformation, le sucre, le sel, le gras, l'huile de palme, est-ce que je sais moi. Voilà. Ok. Donc quand Yuka s'est lancé, au début tout le monde trouvait que c'était pas très intéressant, et puis très rapidement les gens se sont mis à scanner les produits, et puis à ne pas acheter les produits qui avaient des mauvaises notes. À tel point que aujourd'hui, Yuka a 20 millions d'utilisateurs dans le monde, est 20 lancé dans millions. 12 pays, a 10 millions d'utilisateurs actifs en France, c'est comme pas mal. 12 millions, Et t'as dit? au bout d'à peu près, pardon, 12 millions? J'ai entendu ouais, 10 12 millions millions. d'utilisateurs actifs en France, 10 10 et millions 20 dans le d'acheteurs. monde. Waouh. Ok. C'est énorme pour la France. Et c'est C'est énorme une pour la France. application qui a bouleversé le monde de la consommation en France complètement. Parce que 84%, je crois, des gens qui prennent un produit sur l'étagère, le scannent et voient qu'il a une mauvaise note, le reposent. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a eu sur des marques qui étaient très mal notées en santé, nitrite, sel, etc., un effet de panique. Et au bout d'à peu près un an, les marques sont allées voir Yuka et leur ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une mauvaise note. Et Yuka leur a dit Une bah bonne faut note. changer vos recettes, enlever du sel, enlever des nitrites, enlever je sais pas quoi. Et c'est comme Et ça c'est que comme les ça que marques le ont Chocapic a un Nutri-Score B. C'est incroyable. bah voilà, ils ont Je viens de me modifié leurs rendre compte recettes. que. Voilà, voilà, ils ont modifié Incroyable. leurs recettes pour avoir une meilleure note sur Yuka. Voilà. Donc c'est vertueux, complètement vertueux. Après, Yuka a été attaqué en justice plein de fois. Hmm, On les a accusés, ils ont toujours gagné leur procès. C'est pas populaire auprès des marques, mais c'est énorme. j'imagine. Voilà, ça a tout changé. Et tu penses que ça, c'est une transformation comme ça, c'est possible ici en Israël? Peut-être. Je pense pas tout à fait de la même chose parce que les Israéliens ont une Mhm, psychologie très très différente. mhm. On est moins rationnel que les Français. On aime le data, hein, c'est pas la question. Hein. On est très fort en Ouais. data, mais est-ce que les gens basent leurs décisions sur du data? Non. Et puis je pense surtout que des années et des années, des dizaines d'années d'humiliation, de sentiments de dépossession, d'être impuissant, de voir ses prix monter, qu'on n'y puisse rien, de voir tous ces hommes politiques qui en fait quand même se fichent un peu de nous en disant je vais changer les choses et après il y a rien qui change. Ça fait des gens un peu blasés, un peu Ok. cyniques, un peu désabusés, qui disent voilà. Donc si on leur dit il faut encore un petit effort, peut-être que ça marchera, ben je sais pas. Moi je compte sur un noyau de gens un peu militants, qui sont plus conscients de la problématique, qui ont envie de s'informer, parce que c'est Ok. quand même important de s'informer. Et je pense qu'on peut quand même voir, oui, je pense qu'on peut avoir un impact. Oui. C'est très possible. Hein. En tout cas, on va dire, c'est une noble entreprise dans ce sens-là. Pourtant, ce qui me perturbe, c'est que avant la guerre, et même peut-être éventuellement avant l'année 2023, tu sais que le coût de la vie, c'était quand même la première préoccupation des Israéliens. Et tu sentais que les Israéliens, on parlait beaucoup
en 2022, on disait beaucoup qui s'intéresse à la sécurité, qui s'intéresse à des problèmes, je sais pas moi, des problèmes politiques. Tout le monde, en fait, tout ce qui les intéresse au top, c'est le coût de la vie. Ce qu'ils voudraient voir, c'est les prix descendre. Ce qu'ils veulent, c'est des politiques pour ça. Et effectivement, Lieberman a surfé sur cette vague-là. Et Oded Forer, je pense que c'était son frère Knesset qui avait Il proposé était un certain ministre de nombre de lois. l'Agriculture. Il était ministre de l'Agriculture, il avait proposé un certain nombre de choses. Et puis à cette époque-là, il y avait effectivement une manifestation des agriculteurs qui avaient jeté des œufs en masse. Je me souviens de ces images-là pour protester. Mais j'avais vu effectivement que chez les économistes israéliens, c'était Oded Forer, il était très bien vu. Et en général, il a été assez bien apprécié, mais effectivement, ça n'a pas vraiment eu lieu. Alors peut-être c'est pas de sa faute, mais ça n'a pas eu lieu. On lui a mis le bâton dans les roues, ou quand ça, je sais pas, j'ai pas suivi ça de C'est très vraiment près. pas de sa faute. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, non, c'est le lobby toi, agricole. tu as été près de ces milieux, tu sais comment ça fonctionne. Oui, j'étais à l'époque à la commission j'étais la conseillère parlementaire de la présidente de la commission du travail et des affaires sociales. Moi personnellement, je m'étais occupée de négocier ce qu'on a appelé le package deal salarial pour l'augmentation du salaire minimum. Mais j'ai suivi ça de très près puisque on était, j'ai fait passer le budget déjà 2 fois, donc j'ai très bien suivi. Non, bien sûr, oui, c'est typiquement le lobby agricole à la Knesset, et j'ai vraiment le plus grand respect pour l'agriculture israélienne parce que je pense que c'est très important, ça fait partie de l'éthos sioniste. Quand on te dit, comment on dit ça, cultiver jusqu'au dernier sillon, garder les frontières, c'est quand même hyper important, et tu vois bien qui a payé de sa vie le 7 octobre. Mais on a une population qui grandit très très vite. Et comme je te le dis, les rendements sont pas suffisants. Et c'est pas regarder les choses en face que de dire non, ne faisons rien rentrer. On n'importe pas. Et en particulier pour les œufs. Alors, Israël est le plus gros consommateur d'œufs par habitant du monde. C'est phénoménal, mais c'est vrai. C'est vrai, mais pourquoi oui. C'est curieux. Pourquoi? Ah oui, on adore les œufs, je sais pas pourquoi. Parce que c'est parvé, selon moi, tu peux les mettre partout. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ah, Et là, beaucoup d'exploitations d'œufs, d'éleveurs de poules, se trouvent dans le Nord, hein, d'accord? Ouais. Mais il y a quand même un petit problème avec le syndicat, donc Moetzet Aloul, le commissariat au poulailler en hébreu, qui est que en fait, on a maintenu, en fixant le prix des œufs, on les a maintenus artificiellement dans une position économique où ils n'ont pas été obligés de se moderniser. Voilà, puisque comme tu sais, on leur garantit un revenu, puisque le prix de l'œuf est fixé par l'État, etc. Donc, tu as quand même des exploitations où il y a littéralement 50 poules, donc ça déjà c'est très problématique. Et surtout, ils n'ont pas fait tous les travaux d'assainissement, etc. Donc, il y a 90% des poulaillers israéliens qui sont touchés par la salmonellose. 90%. Israël a été condamné plusieurs fois auprès de commissions internationales pour mauvais traitement des animaux, qui, je le rappelle, dans la Torah, est aussi totalement interdit. C'est des poules. On est le dernier pays au monde, absolument, les derniers pays au monde à avoir une majorité de poules en cage. On ne fait plus de cage dans le monde, ça n'existe plus. On n'a plus le droit. En France, en Europe, c'est interdit. C'est un peu ce qu'on voit, tu vois, le marché de Wuhan. C'est un peu comme ça dans le Nord. Donc, c'est très problématique. C'est l'angoisse que tu viens de mettre à tout le monde, le marché de Wuhan, en fait. Non, mais voilà, ce qu'avait prévu Oded Forer et Lieberman, c'était quand même de verser des très très larges subventions aux exploitants qui se moderniseraient, pour qu'ils se modernisent, pour avoir plus de grandes exploitations et moins de toutes petites, etc. Enfin, tu connais très bien le principe, avec des conditions d'hygiène, etc., qui seraient quand même meilleures. Et voilà, donc tu avais des exploitations qui allaient devoir fermer, voilà. Et ça a donné lieu à une fronde terrible. Et t'as le type de l'œuf au Likoud, le type de l'œuf chez Yeshatid, le type de l'œuf à Avoda, le type de l'œuf dans tous les partis, ils en ont un, sauf ils en ont un gars qui est le gars de l'œuf. Ok, oh là là. Voilà. Sauf et donc, où t'as dit Comment Sauf où Moïse Aloul. Ouais, non, c'est-à-dire, t'as dit, il y a un parti qui avait pas un gars de l'œuf? Ou j'ai peut-être pas bien compris. C'est Lieberman. Bah oui. Lieberman, c'est la ville. Ils ont pas de lobby agricole chez Lieberman. C'est pour ça qu'ils pouvaient se permettre. Et donc, du coup, c'est ça l'histoire. Et donc, ils ont tué la réforme et ça a été la même chose pour tout le reste. Donc, si tu veux, l'État doit subventionner l'agriculture. C'est important, l'agriculture. Ça se subventionne. Tu dois maintenir un revenu aux exploitants. Tu fais comme dans tous les pays du monde. Tu les payes et tu vérifies qu'ils ont assez à manger et tu leur permets ainsi de se moderniser et t'importes. En même temps, c'est ce qu'on a fait par. Mais c'est un point économique important ce que tu viens de dire, parce que tu dis pas, au lieu de fixer les prix,
qui est une manière indirecte de leur faire des revenus. C'est-à-dire, tu fixes un prix plus cher que qu'est-ce qu'il n'aurait été si jamais il y avait eu la compétition totale. Et ben, comme ça, tu leur prends des revenus. Alors, ce que tu dis, au lieu de faire ça, laisse les prix se faire avec la compétition. Et puis, s'il faut subventionner les agriculteurs pour raison X, Y, donne-leur l'argent. Paye-les. Et Bah comme oui, ça, ils se... Oui. parce que Yair, c'est qui paye la subvention des agriculteurs aujourd'hui? C'est nous. Bah oui, C'est nous. c'est nous qui C'est nous payons en de payant notre poche la plus cher subvention que prévu. sur le prix. Exactement. Nous payons les subventions aux agriculteurs. Et est-ce que tu penses pas que justement cet ethos-là de l'agriculture, du Meyoutsar Israël, tu vois, des choses qui ont été, est-ce que c'est pas quelque chose qui maintenant nous handicape? Est-ce qu'on devrait laisser tomber? Parce que c'est quand même Non, quelque chose qui en se aucun cas. rencontre beaucoup. C'est-à-dire, Ah non. moi, comment dire, je navigue beaucoup dans les milieux religieux, et dans les milieux religieux, il y a une fierté, tu sais, du travail de la terre, etc. Et parfois, une fois, je me suis tenté à expliquer que c'était détrimental au niveau économique. On me regarde comme un extraterrestre. Je comprends bien. Non, mais justement, parce que si t'acceptes l'idée, le paradigme que c'est à l'État de garantir ce secteur qui est hyper important, moi je pense aussi qu'il est très important. Après, Made in Okay. Israël pour tout, bah tu sais, l'histoire d'Israël est pleine de productions qu'on a essayées et qu'on a abandonnées. Donc Israël fait déjà beaucoup moins d'agrumes qu'avant, parce que finalement, en fait, le climat n'est pas tellement propice à l'agrume. Mais on a aussi essayé de faire de la betterave à sucre en Israël, le savais-tu? Voilà. Donc, comment te dire que le climat israélien ne convient pas trop à la betterave à sucre? Ça a été assez rapidement abandonné. On a aussi essayé de produire des voitures. On ne produit plus de voitures en Israël. On a essayé de produire des frigos. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'un pays peut pas tout produire, en particulier pour l'agriculture. On a fait du coton. On était un grand pays textile pendant des années. Je te rappelle que le baron de Rothschild, avant de se rabattre sur le vin, voulait faire des fleurs. À Zichron Yaakov, il voulait que Israël devienne comme Grasse. Donc comme c'était dans les marécages avec la malaria, c'était pas trop pratique non plus. Non, je le dis en rigolant, mais en fait, je pense que oui, d'abord, la souveraineté alimentaire, c'est important. Il faut pas penser qu'Israël puisse être autosuffisant, mais la souveraineté alimentaire, c'est important. C'est important qu'un pays soit producteur agricole. C'est important qu'un pays ait des exploitants agricoles. C'est important que ces exploitants agricoles gagnent correctement leur vie. Ça maintient des espaces ouverts et libres. Ça contribue au paysage. Ça contribue à l'écotourisme. C'est hyper important et pour nous, c'est notre terre et donc c'est aussi important qu'on la cultive, qu'on la travaille. Cela étant, ça ne doit pas venir au détriment de la santé économique des familles nombreuses. C'est quand même pas possible que, je sais pas moi, un kilo de pommes ça coûte 15 shekels ou que on puisse pas se payer un fruit un peu plaisant quand on a une grande famille parce que c'est tout simplement hors de prix. Donc, tu sais, la consommation de fruits et de légumes, je pensais pas qu'on allait s'orienter tellement sur ce sujet, mais c'est un sujet très important parce qu'il touche à plein de choses. La consommation de fruits et de légumes en Israël, elle a baissé de 25% sur les 10 dernières années. Mais c'est pas parce que les gens ils mangent plus de chocolat. Elle a baissé de 25% en absolu, c'est-à-dire que les gens ils mangent moins de fruits et de légumes qu'avant. Absolument. Ben oui, ça coûte trop cher. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y en a moins. Il y a plus de population, il y a moins de fruits et de légumes, ils sont plus chers. Et puis, ça coûte cher. Voilà. Et donc moi, entre mon enfant, il va à l'école avec un paquet de bambas, et mon enfant, il va à l'école avec une pomme, je préfère quand même la pomme. Et c'est pas le choix qui est fait quand tu ne cesses d'augmenter le prix et que tu culpabilises les gens en leur disant bah c'est toi qui es passionniste. Non, le salaire minimum, il a une certaine valeur. Avec ce salaire minimum, on doit pouvoir nourrir une famille avec une alimentation équilibrée qui comporte des fruits et des légumes produits dans le pays parce que aussi on veut pas une empreinte carbone, etc. Donc c'est toute une chaîne. Et l'État et les agriculteurs aussi sont responsables. Parce que les agriculteurs ne meurent pas de faim en Israël. Ok, je sais, c'est très impopulaire quand je dis ça. Mais 65% du montant du prix que tu payes va dans la poche de l'agriculteur. Il y a une étude qui a été faite à l'époque de Lieberman par le ministère des Finances. Donc oui, il y a des secteurs qui sont déficitaires, mais après, à la fois, tu vas pas t'entêter à faire pousser un truc dont on comprend qu'il n'est pas adapté au climat. C'est pour ça qu'on a des agronomes qui nous mettent au point des variétés, etc. Donc, c'est compliqué. Et je pense que oui, l'État devrait mieux réguler et on devrait regarder la réalité en face et penser à nourrir les familles. Il faut nourrir nos agriculteurs, mais c'est 1% de la population active. Les familles, c'est pas 1% de la population d'Israël. 99%. C'est tout le reste, en fait. C'est tout le reste qui paye, c'est ça. C'est tout le monde. C'est très intéressant. Je vais diverger un peu vers une question biographique, mais qui m'intéresse, c'est à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais très intéressé par ces questions économiques? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que c'est quelque chose qui
auquel tu te sens concerné? Ouais, alors, bon, j'ai fait une école de commerce, hein, quand même. J'ai fait le Mhm. SCP, donc j'avais quand même des notions. Après, j'ai fait, quand j'étais en France, j'ai fait des métiers qui étaient pas très... Enfin, si, j'ai été productrice télé, j'ai été restauratrice, donc en fait, j'ai toujours géré des budgets, j'ai toujours eu des métiers où il y avait du bon sens, en fait, où il y avait à la fois des aspects pratiques et des aspects un petit peu plus théoriques. Mais quand je suis venue en Israël, je pense que l'économie, c'est le bout que j'ai tiré pour comprendre le pays, en fait. Ok. Parce que quand tu arrives en Israël, tu as quand même un choc de conscience. C'est extrêmement compliqué. C'est un pays qui est extrêmement compliqué à comprendre. Les gens ne font pas non plus énormément d'efforts pour te l'expliquer. Euh, et j'ai toujours beaucoup lu le journal, hein, en France, je lis le journal tous les jours, etc. Et en fait, quand je suis arrivée en Israël, bah oui, j'ai trouvé que l'économie, c'était super intéressant parce que ça expliquait plein de choses que je comprenais pas. Puis, moi, je te dis, hein, j'ai été restauratrice. J'ai Oui. acheté des produits alimentaires de façon professionnelle. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai toujours été très intéressée par coût de la vie. Je lisais l'UFC Que Choisir. J'ai toujours été une consommatrice hyper informée. Et quand je suis arrivée ici, Mhm. je me suis retrouvée dans un noir total. Je comprenais rien. Je me rendais compte que tout coûtait super cher, mais je voyais pas pourquoi. Et c'est quand même des phénomènes économiques qui font que, enfin, tout ce qu'on a dit au début, quoi. Ces histoires de Oui. monopole, tout ça. En France, je peux même pas te dire vraiment quels sont les monopoles, tu vois. Il y en a sûrement. Il y a Mais quelques grands en fait, monopoles Israël, d'État, hein, mais c'est vrai qu'au niveau il y a sûrement des des produits de entreprises consommation, monopolistiques. Oui, voilà, enfin peut-être des entreprises qui ont des grosses parts de marché, mais tu je vois, je connais veux pas. dire, je sais pas, il y a en France des secteurs où il y a 4-5 marques ou 3-4 marques. Mais en fait, ici, ça explique tellement de choses dans la structure du pays, que j'ai pris ce fil et je l'ai tiré. Et aussi, bah, par mon travail, puisque 2 ans après être arrivée en Israël, j'ai commencé à travailler à la Knesset. Et donc, en Mhm. fait, je me suis mise à faire de la politique publique. Donc, à lire beaucoup de Oui. papiers, beaucoup d'expertise technique, enfin avant chaque débat. Donc je faisais beaucoup le travail, la sécurité sociale, le bitoire Leumi, les problèmes de retraite, bon aussi je faisais beaucoup de revacha, beaucoup de protection sociale. Bon ça aussi c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et Ouais. finalement petit à petit je me suis rendu compte que ça m'expliquait le pays, ça me le décryptait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui comprenaient rien comme moi au début. Et je me suis mise à expliquer tout ce que je découvrais, je l'expliquais à plein de gens. Et puis après, c'est comme ça que je me suis mise petit à petit à, à devenir chroniqueuse, quoi. Voilà. Est-ce que tu as des ressources ou des livres essentiels, etc., que tu conseillerais pour quelqu'un qui veut s'intéresser, veut essayer de comprendre? Moi, enfin, encore une fois, hein, j'admets ma vaste ignorance sur le sujet, mais les quelques grands livres que moi j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment Friedman. Friedman, c'était c'était très éclairant. J'ai lu Soel aussi. On m'a dit de lire Piketty, mais ça a l'air trop gros. Donc, je sais pas, est-ce que toi, tu as ouais, ouais, c'est un pavé Non, monstrueux. Euh, moi je lis mais pas. Non, d'abord j'ai pas fait d'études d'économie, t'as bien compris. J'ai fait une école mhm, de commerce. Je lis pas de livres d'économie. J'ai lu beaucoup de sociologie parce que ça m'intéresse beaucoup. Euh, je lis beaucoup de journaux, beaucoup de rapports, beaucoup de papiers gouvernementaux, des articles sur la concurrence, des mhm. articles. Oui, je suis pas mal de gens sur Twitter. Je suis ce qui se passe à la FTC aux États-Unis. Je suis tout ce qui est un peu antitrust. Mais non, je peux pas du tout. Je prétends absolument pas à une connaissance théorique suffisamment. Enfin, pas du tout quoi. Je suis vraiment une Mhm. profane qui lit beaucoup, une autodidacte totale. J'ai pas, voilà, tu vois, mon mari il est prof Mais t'as cité d'économie, on voit Keynes pas quand du même tout. tout à l'heure. Oui, non, mais je T'as connais cité parce que Keynes, voilà, quoi. quand même. Non, mais Oui. j'ai quelques notions. J'ai quand même fait une école de Non, mais commerce, oui, on fait un mais petit moi, peu. face à moi, tu m'aurais demandé il y a 3-4 ans, c'est qui Keynes? Je ne saurais pas te dire. Je veux dire, Ah oui, non, j'ai mais ça, je découvert ça savais. dans des Non, lectures. je Enfin. connais un peu de théorie économique. Je suis bonne Hmm. en macro. Je suis bonne en macro. Je me suis beaucoup intéressée à la macro. Pourquoi? Bah parce que quand tu fais de la politique publique en Israël, tu fais ça toute la journée. Oui. Tu fais que comparer Israël aux autres pays. Tu fais Hmm. beaucoup d'OCDE, beaucoup de banques mondiales, beaucoup. Donc, du coup, je suis devenue très très bonne en indicateurs macro. Hmm, hmm, hmm. Pour ce que je fais moi, ça veut dire d'expliquer l'économie israélienne à des gens qui s'y connaissent pas en économie. C'est des indices qui sont hyper parlants. Tu vas parler de PIB par habitant, tu vas expliquer les grandes masses. Moi, je connais très bien le budget, par exemple. Comme je te dis, dans le cadre de mon travail à la Knesset, j'ai participé et j'ai bossé sur le passage du budget 2 fois, y compris la fameuse Roca Esderim, la loi des arrangements, qui est une loi très complexe. Donc, je suis bonne en finances publiques.
j'ai fait un cours sur le budget, donc je comprends les grandes masses, je sais comment on construit ça, je sais comment l'État travaille, et surtout j'ai été à l'intérieur de la machine, donc je connais très tu vois bien les comment la machine, relations elle travaille. entre Ça, gouvernement, administré, Knesset, Mhm. comment on passe une loi, comment on réglemente, c'est plutôt ça mon domaine. Combien c'est Je suis assez, voilà. Mais il y a rien à lire Angoisse-moi un petit là-dessus. peu. Combien c'est une catastrophe à l'intérieur de la machine? Écoute, c'est pas ce qu'on croit, parce que la machine, elle contient parmi les gens les plus talentueux d'Israël, des gens qui ont Hmm. vraiment la vocation du service public, qui font Ok. ça vraiment avec une messiroute incroyable, des gens très brillants, en particulier au ministère des Finances, sur lequel tout le monde tape, c'est quand même des gens super brillants, dogmatiques, mais brillants. Et c'est plus la Pourquoi machine, dogmatique? bon, parce que ils ont tous les mêmes idées au ministère des Finances. C'est aussi, ils veulent tout déréguler, Hmm. libéraliser. Chaque shekel qui sort, c'est affreux. Tu sais, quand tu fais une loi qui va coûter plus de 6 millions de shekels, c'est quand même vite fait une loi qui coûte plus de 6 millions de shekels dans un pays de 10 millions d'habitants. Tu Hmm. dois demander une expertise au ministère des Finances. Et tu demandes aussi une autre expertise au service économique de recherche de la Knesset qui s'appelle le MEM. Merkaz Meida vers Merkar, le centre de recherche et de savoir de la Knesset. Et Ok. bizarrement, ils n'arrivent jamais à la même somme. Tu vois? Donc, le même, il te fait une expertise, il te dit, bon, ça va coûter dans les, je sais pas, 20 millions, tu vois? Et le ministère des Finances, il vient, ils font, ah non, non, nous, on a vérifié, c'est au moins 100 millions. Et tout le monde rigole parce qu'on sait très bien que c'est pas vrai, tu vois? Hmm. Et il y a ça, l'idée de veiller sur la caisse de l'État, parce que je te rappelle qu'Israël a failli faire faillite, hein, en 1985. Donc c'est Ouais, hyper ouais, ouais. louable. Et de toute façon, c'est des gens géniaux parce que dans le fond, ils sont là, ils gagnent, je sais pas, 15 000 shekels par mois ou 20 000 shekels par mois, qui pourraient gagner le triple enfin, Hmm. ce qu'ils font d'ailleurs après, hein. On se l'est dit après. Mais à l'intérieur du service public en Israël, il y a vraiment des gens extraordinaires, de très très grands talents. Et ça reste quelque chose qui motive les gens à aller contribuer. Après, la Mhm. vérité, c'est qu'une fois que tu es à l'intérieur, c'est hyper frustrant. Moi, j'ai été à l'intérieur pendant pas très longtemps, pendant 6 mois. Et t'as une lenteur. T'as quand même pas mal de gens qui foutent rien à côté des gens qui travaillent beaucoup. Ça ralentit Hmm. toute la machine. Et puis tout, faut vérifier 50 fois. Et puis il faut toujours comparer avec les autres pays. Et donc finalement, c'est pas la catastrophe. Mais l'État n'a pas été en capacité de se réformer comme il faut. Sur les 10 dernières années, je dirais, hein, après vraiment une grosse tranche de réformes quand Netanyahou était ministre des Finances, il y a quand même des belles réformes qui ont été faites. L'État a Ouais. quand même pris une super méga, une super tendance. Et là, ouais, on est un peu en plateau. Et puis bon, après là, on a des chocs Oui. politiques qui sont Des chocs problématiques, politiques mais qui font que ouais, c'est un il peu y a des gens relégué au super. second plan. Ok. Voilà, tu m'entendras D'abord, jamais dire que Hmm. tous les fonctionnaires c'est des glandeurs et que personne fout rien, parce que moi j'ai rencontré des gens incroyables avec un talent pas possible, où tu te dis t'es fier qu'ils soient là, qu'ils veuillent travailler pour l'État d'Israël, quoi. Mhm. Ouais, mais j'imagine qu'il suffit d'un glandeur et même 10 gars qui travaillent très bien et un glandeur et tout, et ça bloque tout. Hein. C'est un cheveu dans la machine, dans l'engrenage, peut faire arrêter toute la machine qui marche très bien. Oui, puis il y a un problème de temps de travail en Israël pour moi qui touche à Hmm. la productivité. C'est très problématique de travailler 42 heures par semaine. Je veux dire, ça encourage moi, quand j'ai été au ministère du Travail, je voyais très bien que ça encourageait les gens à rien faire. Les journées sont tout simplement Hmm. trop longues. T'as pas de vie en dehors, donc tu travailles plus, en fait. Tu fais plus rien. Si tu avais des journées plus courtes, je pense que tu travaillerais mieux. Ouais. Ah, c'est possible. Ouais. C'est possible. Ils ont pas fait. Il n'y avait pas une étude qui a été faite dans un pays en Suède ou en Finlande où je me souviens plus exactement. Et je me souviens avoir vu une étude sur une semaine à 4 jours. C'est possible que tu aies entendu Mais il y parler a de ça. déjà des pays qui sont passés, c'est déjà fait, bien sûr. Ça Ah a ouais? commencé Et déjà. ça marche? Quel pays c'est? T'as raison, je crois que c'est la Suède. C'est La sûr, même Suède, en c'est la Allemagne, Suède il y a peut-être? des... Ouais. En Allemagne aussi, il y a des landers qui expérimentent. Bah oui, ça marche très bien. Ça Hmm. marche pas dans tout, hein. Ça marche plutôt, ça marche mieux Ouais. contrairement à ce qu'on croit, je crois que ça marche mieux dans l'industrie dans les services que dans l'industrie. Quelque chose comme ça. On pourrait penser que ça marche mieux dans l'industrie parce que tu peux découper les journées, mais en fait les gens sont fatigués. Enfin, je sais plus exactement, mais c'est dans les services ça marche très très bien parce que les femmes en particulier qui font beaucoup de services ont plus de temps Hmm. pour elles, ont une journée pour leurs enfants, donc elles sont plus performantes. Ouais, Oh, non, c'est c'est intéressant. vraiment un réveil pour nous, hein. Euh, euh, Est-ce que, si je me connecte ça à ce que dont tu as parlé de ton travail à la Knesset, mais si je me trompe pas, tu as travaillé entre autres dans le cadre du parti Avoda, Nahon, si je me trompe pas. En fait, j'ai jamais travaillé dans aucun parti. Parce que j'ai été conseillère parlementaire de députés qui faisaient partie de différents partis, mais j'ai jamais fait de politique parce que Hmm. Mais est-ce j'ai que, été ouais. conseillère parlementaire pure.
En fait, Mais est-ce chaque que ça veut dire que député. alors, faut que tu m'expliques cette différence. C'est-à-dire quoi? Est-ce que les conseillers parlementaires, ils appartiennent pas forcément au parti Ah non, mais j'ai jamais été Alors, explique-moi encartée comment de ça ma vie fonctionne. dans aucun Je parti. suis pas sûr de Mais comprendre. au contraire, j'ai été dans trois partis, enfin dans trois partis. J'ai été Hmm. avec des députés, deux, trois partis différents. J'ai été dans un Hmm. seul parti où j'ai été candidate en 2019 quand j'étais avec Moshe Carlon à Koulanou. Là, Hmm. j'étais candidate et il y avait pas, de toute façon, c'était pas un parti où on s'encartait, mais je me considérais bien entendu comme faisant partie du parti puisque j'étais candidate sur sa liste. Mais après, non, j'ai jamais fait partie d'aucun. Alors, comment ça se passe? Le député, en fait, quand il est élu, il a la possibilité d'engager trois conseillers parlementaires ou quatre s'il est président de commission. Moi, j'ai travaillé qu'avec des présidents de commission quasiment. Et donc, en fait, il a un conseiller qui va être son porte-parole, un conseiller qui va être politique. Et donc là, généralement, oui, c'est quelqu'un qui va s'identifier avec le parti. Et un conseiller qui va faire le travail parlementaire, donc Ouais. législatif, etc. Donc moi, j'ai toujours été uniquement parlementaire. Et en particulier, quand tu es président de commission, tu as quatre conseillers, dont un qui est chargé du travail auprès de la commission. Donc ça c'était mon boulot. Voilà. Donc la dernière députée avec qui j'ai travaillé, Efrat Reiten, était effectivement, et toujours d'ailleurs, députée Avoda. Mais moi, j'ai jamais fait partie du parti Avoda. Hmm. Voilà, je ne vais pas raconter ici le parti Avoda, mais franchement, voilà, c'était pas très enthousiasmant, en particulier la dernière Mon Dieu. période. Et donc moi, Ouais. j'ai rien fait de politique. Et en plus, Hmm. la loi, Ok. enfin le Takanon, le règlement de la Knesset interdit aux députés de faire travailler les conseillers parlementaires sur les campagnes, par exemple, quand on est en campagne électorale pour les élections. Ce qui n'empêche Mhm. pas tous les partis de le faire, alors que c'est illégal, Ah bon? parce que tout simplement c'est de la main d'œuvre gratuite, parce que le député il paye pas. Ah, parce que tu les emploies déjà et du coup, tu leur fais un travail en plus? C'est ça que ça veut dire? Voilà. Bah, parce que tu es en campagne, donc la Knesset, elle est Mhm. fermée. En principe, on est censé rester à la maison, à rien faire et à attendre. Quand moi, par exemple, j'étais avec Carlone, la fille qui était, il y avait une des filles qui était avec nous en parlementaire. Le premier, Hmm. elle était plus ou moins proche de quelqu'un de Yesh Atid. Et elle a dit, le premier jour, elle est allée voir Eli Elalouf et elle lui a dit, moi, je peux pas participer à la campagne. Il lui a dit, oh, très bien. Elle est restée chez elle pendant 3 mois. Voilà. Donc moi, j'ai pas fait de Sympa. campagne la première année où j'étais avec Michael Beaton. Il a fait sa campagne. Moi, je me suis restée à la Knesset pendant 3 mois. Je lui ai écrit des lois. Donc j'étais pas en campagne. J'ai jamais participé à rien. Deuxième campagne, j'étais pas là. J'avais été licenciée juste avant. Donc j'ai attendu après les élections pour retravailler. Et la seule fois où j'ai participé au travail de la campagne, c'est effectivement avec Rayton, où j'ai été Mhm. chargée de m'occuper des retraités du parti Avoda, 80% du parti, à peu près. C'est logique, Et c'est donc j'ai logique, c'est fait logique. j'ai conçu la campagne, enfin j'ai conçu le programme Hmm. qui donc n'a jamais été appliqué bien entendu pour les retraités. C'était intéressant parce que Hmm. c'est des gens qui ont fondé l'État d'Israël, il y avait vraiment des gens intéressants. Mais voilà, donc en gros, j'ai jamais fait de politique à Je part comprends. chez Koulani. Mais est-ce que tu te reconnaîtrais, pas forcément dans tous les domaines politiques, hein, je ne demande pas de te reconnaître ici avec un parti, on est quand même des Français, on ne demande pas qu'est-ce qu'on met dans l'urne, ça se fait pas. Mais du point de vue économique, par contre, est-ce que tu dirais que tu penches vers Parce que quand même, on sent que dans le monde entier se battent deux grandes approches, l'approche socialiste, l'approche capitaliste. Il y a des grandes, même si effectivement dans le monde moderne, on a une espèce de mix entre les deux qui plus ou moins partout. Mais est-ce que toi, tu te reconnais de façon fondamentale, on va dire, plutôt dans une approche socialiste ou dans une approche capitaliste? Quelque chose comme ça, Ah, moi, je si suis je une devais te vraie demander. social-démocrate. Hein. Je suis Est-ce pour que tu une peux expliquer ce que économie ça de veut dire? Parce que... marché. Mhm. Ça veut dire que je suis pour une économie libre de marché, la libre entreprise, parce que je pense que c'est la vie, l'entreprise c'est la vie, mais avec un État régulateur fort qui maintient les libertés et qui veille sur ma santé, qui veille sur ma sécurité. Je veux pas qu'on Ouais. construise n'importe quelle voiture, je veux pas qu'on produise n'importe quel médicament. Je veux avoir des services publics de qualité, je veux que mes enfants aillent à l'école sans que ça coûte une blinde. Je veux pouvoir être soignée correctement dans un pays où les gens font des bonnes études de médecine, etc. Donc je suis social-démocrate, mais je suis capitaliste dans l'idée, c'est bien entendu. Je suis pas pour une économie administrée, mais je suis Mhm. aussi pour que des limites soient mises là où il faut, quoi. Voilà. C'est vraiment Ouais. classique, hein. Rien de... Oui, oui, oui. Il y a pas beaucoup de sociodémocrates en Israël parce que il y a pas de dogme économique en fait. Justement, la ligne de fracture ne se situe jamais là en Israël. Parce que t'es ou pour la Histadrout ou t'es contre la Histadrout. Tu vois, mais la Histadrout c'est pas du tout un truc démocratique. La Histadrout Mhm. c'est un syndicat de type dictatorial qui dicte ses règles, qui peut mettre tout le pays à l'arrêt, qui ne protège que ses propres salariés. Le Histadrout en a rien à faire des caissières de Rami Lévy. Hein.
Hmm. Ils ont toujours refusé de défendre les travailleurs pauvres, les travailleurs Ouais. étrangers. Ils s'occupent pas de tout ça. Eux, ils défendent les types des ports qui peuvent te mettre le pays à l'arrêt, les profs qui peuvent te mettre tous les parents à la maison, etc. Donc c'est pour ça que je te dis que il n'y a pas vraiment ici un homme politique qui est capable de se positionner là où moi je me positionne. Et je dirais peut-être c'est pas pour on parle pas du tout ni de politique Mhm. ni quoi que ce soit. Si c'était juste pour la façon d'administrer l'économie, je dirais que je suis assez proche de Lieberman finalement. Moi, j'ai beaucoup aimé Ouais. comment il a géré le ministère je veux dire, c'est un type qui croit à un État fort, qui veut que on protège les plus faibles, qui croit à la libre entreprise, qui aime pas les syndicats tout puissants. Moi, je suis pour le travail organisé, mais pas de façon monopolistique, en aucun cas. Je suis pour que les salariés puissent défendre leurs droits, mais dans une entreprise, il devrait y avoir plein de syndicats, des élections et le meilleur gagne. Euh, Ouais. voilà, Bah, c'est donc surtout oui, que ça tu devrais serait avoir la peut-être ça. liberté, tu devrais avoir la liberté de choisir de participer à un syndicat ou pas, si jamais ça Mais t'intéresse, peut-être évidemment, ça t'intéresse pas. Ouais. Alors que, mais évidemment, il y a. si je comprends bien, en Israël, tu es obligé d'être membre de la Histadrut, dans un certain Ah mais sens. oui, mais moi quand j'étais au ministère du Travail, ils te prennent 60 shekels ou 70 shekels, je sais plus, ou 100 shekels sur ton salaire, c'est obligatoire, tu peux pas dire non. Après, si t'es membre de la Histadrut, ils te réduisent ta cotisation. Donc ils te Il y demandent a est-ce que l'argent tu qui veux rentre être d'un côté et membre. qui sort de l'autre, tu vois. Ouais. Et alors, en plus, tu vois, quand on parle de coût de la vie, regarde, c'est vachement intéressant. Mhm. Parce qu'à travers ces syndicats, ces clubs là un peu, parce que l'armée c'est aussi un peu une grande Histadrut, hein, faut quand même le dire. T'as des clubs d'achat avec des prix pas possibles, auxquels toi et moi on n'a pas du tout accès. Des réductions Ouais, à sur ce tout, point. sur les hôtels, sur les vêtements. Ben, bien sûr, moi j'ai vu. La première chose que j'ai faite quand je me suis installée au ministère du Travail, je voulais voir c'était quoi ce fameux Moadon Rever là de la Histadrut. Mais oui, mais attends, mais c'est dingue, t'as des réductions dingues sur tout. Donc tu C'est te rends ouf. compte que non seulement tu gagnes bien ta vie, t'es protégé contre le licenciement, nanana, en plus t'as des prix moins chers que la personne qui travaille dans une entreprise où il n'y a pas la Histadrut parce que ça l'intéresse pas parce que c'est pas assez puissant. Donc si Ouais. ça s'appelle défendre la veuve et l'orphelin, il faut venir me le dire parce que j'ai pas compris un truc. Ouais. Non, je peux être que d'accord avec toi là-dessus, parce que c'est aussi mon impression. Euh, c'est ce que moi j'avais été beaucoup frappé par le discours des les quelques personnes qui se disent, en tout cas, tu vois, sur Twitter, si tu dois connaître ces noms-là, que des gens comme Idan Eretz, que j'adore lire Idan Eretz, il est très très sympa. Je suis abonné, moi, Euh, bien sûr. mais ouais, c'est un gars super. Ils disent beaucoup, il n'y a pas de droite économique en Israël. En fait, tout le monde est socialiste dans une certaine mesure, quand ça l'arrange et quand ça l'arrange pas. C'est-à-dire, il y a que même la droite, alors effectivement, à l'exception effectivement de la parenthèse Lieberman, qui a surpris tout le monde, moi en premier parce que je pensais pas qu'il était comme ça, mais je suis, c'est très Tout bien le d'être monde peut surpris. changer. Hein. Ouais, ouais, autrement. Non, mais je pense aussi il a vu une opportunité, c'est-à-dire que c'était pas, il a compris qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il pouvait se démarquer, je pense, politiquement de tous ses concurrents pour proposer quelque chose de différent. Et est-ce que ça a marché? C'est une bonne question, je ne saurais pas dire. Mais je sais que ça a été, ça a fait quelque chose en tout cas. Je, Ouais, ouais. je sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je voulais très marquer qu'effectivement ils disent il n'y a pas de droite économique. Elle existe quasiment pas. Ou alors elle est toute petite, elle est très, c'est très étrange. Et ça veut dire que tu as l'impression que tout fonctionne dans une machine dans quelque chose, dans un cadre qui a rien à voir avec euh, le discours qui est dit publiquement en fait. Ouais, mais je veux dire, où est-ce qu'il y a une droite économique? Tu vois ce que je veux dire? La droite économique, c'est une droite qui est idéologique. Je veux dire, c'est une idée, c'est des principes économiques qui très Mm. souvent vont venir s'entrechoquer avec les intérêts qui sont déjà en place. Parce que dans une droite économique pure, Oui, oui, il y a pas de rente de situation. On rebat les cartes en permanence. C'est un peu une espèce de grande méritocratie, mais en fait, ça n'existe pas. On le sait très bien. Parce que très rapidement, tu as des lobbies. Très rapidement, tu as des gens qui vont faire pencher la législation pour qu'elle serve certains intérêts. Et donc finalement, après, les intérêts, ils vont s'engrainer, ils vont s'installer. Et donc, ça va venir combattre la liberté. Donc en vrai, la droite économique, c'est un discours. De toute façon, comme la gauche économique aussi, c'est un discours. Mais en mm. Israël, ce qui se passe, c'est que les structures profondes de l'économie sont effectivement des structures qui étaient des structures ex-socialistes, qui ne sont pas aujourd'hui des structures de gauche, parce qu'elles ne sont pas égalitaires, parce qu'elles ne sont Ouais, pas méritocratiques. Elles vont servir des rentes, des cercles de pouvoir, des gens qui sont bien installés et qui sont obsédés par l'idée de maintenir leurs intérêts à tout prix. Et donc, on a quand même créé une sorte de, entre guillemets, hein, tu m'entends bien, de prolétariat salarial, de gens qui sont pas syndiqués, par exemple,
si on ne met pas un quart des droits des autres. Donc, je veux dire, Oui. dans ce cas-là, ni la droite ni la gauche économique sont pertinentes dans ce monde-là, qui est une espèce de monde d'oligarchie où c'est plus politique qu'économique, selon moi. Oui, c'est souvent très difficile de faire la différence. Il y a Ouais, bien beaucoup sûr, de mal à. absolument. C'est souvent tout ce qui est. Parce que finalement, comme un des acteurs les plus déterminants de l'économie, c'est l'État. Et donc, Carrément. toute organisation économique est fondamentalement aussi basée sur une organisation politique. Et d'ailleurs, c'était tout le point de Friedman dans Capitalism and Freedom. Il dit l'idée du capitalisme, c'est que tu es libre de faire ce que tu veux avec les ressources que tu as, en étant limité que par les moyens que la réalité met à ta disposition. Et que personne ne peut, personne en tout cas, à moins que tu sois... Chez Friedman aussi, il y a des limites. Hein, c'est-à-dire, c'est pas non plus l'espèce Quand même. c'est pas le libertarianisme où il n'y a plus d'État et chacun fait ce qu'il veut. Chez Friedman, il y a des limites, il y a des régulations qui peuvent se justifier, il y a des listes, il y a des critères. Quoi. C'est-à-dire, si effectivement il y a un monopole qui s'installe, peut-être qu'il faut le défaire. Si Voilà. il y a Oui, des puis il effets y a de aussi la bord santé, enfin voilà ce qu'on disait, la dans le sécurité, marché, le tout ça. port d'armes, bon voilà. Bon. Oui, il y a des régulations. À part ça, chez Friedman aussi, tu as cette idée que l'État, il est le responsable des règles du jeu. C'est-à-dire qu'il y a un cadre, et on peut pas te faire violence, on peut pas t'obliger à acheter quelque chose ou à vendre quelque chose contre ta volonté. C'est tout. Exactement. C'est pour ça qu'ils s'appelaient les libéraux en fait à l'époque, ce qu'ils appellent le Oui, tout à libéralisme fait. classique. Oui, monsieur. Moi, Ah oui. je trouvais ça très bien. Il y a un autre, je fais un virage un peu direct, mais il y a un autre quelque chose je me souviens, j'ai lu quelques-uns de tes posts LinkedIn. Et il y a quelque chose qui revient souvent et que tu as dit tout à l'heure que c'était important pour toi, c'est la justice sociale. Si je ne m'abuse, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que tu veux dire par là? Tzedek, Tirdof, je crois que déjà c'est important. Ça, c'est la justice biblique. Je vois, voilà. Oui, mais enfin, je vois pas très bien ce qu'il y a de plus juif que de rechercher la justice, qui est aussi la justesse d'une certaine façon, qui Ok. est la capacité pour nous à corriger en permanence le monde dans lequel on vit euh, et à voir les gens avec empathie, avec Kremlin. Enfin, je sais pas comment ça peut ne rien faire à beaucoup de gens de savoir qu'on a le taux de pauvreté enfantine le plus élevé du monde après la Turquie, quasiment, du monde développé évidemment, qu'on n'est pas capable de garantir des conditions correctes en crèche pour les jeunes enfants, que les personnes âgées qui n'ont pas eu la chance d'avoir une bonne retraite parce qu'elle n'était pas obligatoire en Israël jusqu'à une quinzaine d'années vivent dans la misère, dans un pays très riche où on a quand même, enfin, je veux dire, on a créé des richesses immenses, on a travaillé très dur, on a cette création incroyable qui est l'État d'Israël, et on est tout simplement pas capable de redistribuer un petit peu de cette richesse. Donc moi, oui, quand je te dis dans le cadre de mes opinions un peu social-démocrates, je suis aussi pour un État redistributeur, pas totalement, bien sûr, on n'est pas là pour confisquer la richesse, hein, faut que ça reste progressif et évidemment incitatif. J'ai pas envie que les gens arrêtent de vouloir gagner de l'argent tellement on leur prend. Mais là, on n'en est pas du tout là. On est dans une économie où on est très très faiblement redistributeur. On n'est pas capable de réduire la pauvreté parce qu'on redistribue pas assez. Pourquoi? Pour des raisons de politique sectorielle. En Israël, on ne distribue pas beaucoup d'allocations parce qu'on a peur que ça encourage les familles Haredi ultra-orthodoxes à avoir encore plus d'enfants. Idem pour le secteur arabe. Donc, c'est des allocations de misère. On voit pas très bien à quoi ça sert parce que de toute façon l'économie ultra-orthodoxe se tient à côté aussi avec ses propres ressources et c'est pas du tout là-dessus que ça va jouer. Donc des familles pauvres tout simplement ne vont pas être suffisamment aidées. Il y a déjà ça. Et puis il y a aussi l'idée que on a un système éducatif qui est très inégalitaire. Et donc tout ça, c'est des choses qui m'ont énormément choquée quand je suis arrivée en Israël. Alors oui, en tant que juive, en tant qu'ancienne EI, en tant qu'enfin tout ce que tu veux, je me suis dit mais c'est quand même dingue. Enfin, je veux dire, il y a des milliards. Pourquoi c'est à la philanthropie d'aller payer ces choses-là? Moi, je suis pour la philanthropie, bien sûr. Je suis pas pour que l'État se désengage à chaque fois de son rôle. Puis je suis surtout pour qu'il y ait de la solidarité nationale. Et quand je te parlais des entreprises qui jouaient pas leur rôle, il y a aussi ça. Je veux dire, l'impôt sur les sociétés, c'est aussi ça. Euh, 10 fois, j'ai réfléchi à des idées, comment on pourrait faire pour essayer d'être un peu plus équitable. Et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, c'est hyper important
de continuer à construire le pays, parce que c'est un pays jeune. On veut pas qu'il se fossilise. On veut pas que les gens soient assis sur leur statut. On veut pas que quelqu'un qui est pauvre Ouais. ait pas envie de mobilité sociale. C'est une évidence qu'on veut que les gens s'en sortent, mais encore faut-il des outils. Encore faut-il aider un minimum. Et comme disait, moi j'ai travaillé, tu sais, j'ai travaillé 2 ans avec Elie El Alouf, qui est l'auteur du Ok. rapport sur la pauvreté. Et Elie, il disait, enfin, il dit toujours que faut pas donner de l'argent aux gens, faut leur donner un logement. Faut pas donner de l'argent aux gens, faut leur donner un bon enseignement. Et on sort pas une famille de la pauvreté en lui donnant de l'argent. On sort une famille de la pauvreté en éduquant ses enfants pour qu'après ils aient un bon emploi et qu'ils aident leurs parents, qu'ils les fassent déménager. On sort une famille de la pauvreté en faisant qu'elle habite pas un taudis où on peut pas faire ses devoirs le soir, etc., etc. Et donc il y avait quand Mhm. même toute cette idée de l'empowerment, hein, de donner le pouvoir aux gens. Et on est là, on est censé donner l'étincelle qui va faire que tu donnes, que ce monde des possibles, il est ouvert. Or, on est finalement, il y a 75 ans, enfin, ou peut-être quand on a commencé avec le Yishuv, disons une centaine d'années, on a presque commencé Ouais. avec une page blanche. On a recommencé une nouvelle société. Et regarde où on en est au bout de 100 ans. Une des sociétés les plus inégalitaires du monde. Tu te dis quand même qu'il y a un truc qui va pas, même si on a ces problématiques de géopolitique, on a des ressources qui sont confisquées par l'armée, bon, tout ça on me le dit à chaque fois. Mais je pense que quand même, dans la façon dont on a pensé la société, il y a un mot qui était absent et qui est important quand on est français, c'est le mot d'égalité, qui figure nulle part en Israël. Le mot d'égalité figure pas. L'égalité, c'est Mhm. aussi un droit. C'est un devoir et c'est un droit. Ça veut dire, moi, je me sens le devoir de d'aider toute personne que je pourrais aider à grimper, je dis pas à mon niveau, c'est pas une question de niveau, mais les ressources que j'ai, tu vois bien, je les distribue au maximum de mon savoir, tout ce que je peux faire. Et je voudrais bien que cette bienveillance s'exerce de la même façon dans toute la société. C'est pas ce que je Mhm. vois. Voilà. Oui. Ok. C'est à peu près ça Pourtant, l'idée. ok, j'ai un certain nombre de questions, je vais essayer de les organiser comme il faut. Euh, Tout d'abord, sur l'idée de. Dis-moi, je vais essayer de reformuler ce que tu as dit là-dessus, et dis-moi si je le dis bien. L'idée que la justice se manifeste dans la redistribution. C'est-à-dire que c'est pas que c'est contre la redistribution, je pense à un autre sujet, mais l'idée que c'est juste de redistribuer. C'est ça, je suis pas sûr de comprendre pourquoi. Ça correspond pas pour moi à la notion de justice. Ça correspond à la notion de charité éventuellement. Mais c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est pour moi quand l'État décide de percevoir des impôts de l'ensemble de la population afin de redistribuer à des groupes qui décident dont on détermine qu'ils sont en difficulté et qui doivent obtenir pour moi c'est de la solidarité nationale si on veut, c'est de la charité, mais c'est pas de la justice. C'est-à-dire c'est de la justice au fond, peut-être même théologiquement, c'est l'idée que j'ai reçu ce que je mérite. Mais ça peut être aussi, peut-être que je mérite pas. C'est-à-dire ça implique qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que si j'ai rien fait pour obtenir ce que j'ai obtenu, je l'ai pas mérité. Alors, je peux obtenir de par la charité des autres. Et c'est très bien c'est très bien pour moi, c'est très bien pour les autres aussi qui font de la charité. C'est bien de faire de la charité. C'est une mitzvah, mais c'est la mitzvah de tzedaka. Et c'est pas exactement la même chose que. Et je te dis pourquoi je dis ça et pourquoi c'est important pour moi, parce que dans le discours anglo-saxon et dans la guerre des cultures anglo-saxonnes, il y a cette grande guerre dans l'idée de l'égalité. Est-ce que l'égalité, c'est l'égalité devant la loi, c'est-à-dire que nous, on a tous droit au même traitement de la part des institutions, qui que ce soit toi Yael, que ce soit moi Yair, que ce soit n'importe qui, tout le monde a le droit au même traitement, au même procédé, à la même procédure devant les institutions de l'État. Ou est-ce que l'égalité, c'est le droit qu'a chacun de réussir? C'est-à-dire que chacun doit réussir au même niveau que tout le monde. Si moi, j'ai un capital de 1 million de shekels, eh ben pourquoi toi, tu n'as pas? C'est-à-dire qu'il y a l'idée, fondamentalement, dans cette seconde idée-là, qu'il y a une certaine injustice dans le fait des inégalités. Alors que ta détresse n'a rien à voir avec mon succès, forcément. Ça se trouve, mon succès est dû à ce que moi j'ai travaillé. Peut-être j'ai eu de la chance, peut-être j'ai hérité. Peut-être moi aussi je mérite pas non plus le succès que j'ai. Et peut-être que toi tu mérites pas non plus la détresse que tu as. Mais je suis pas responsable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice dans le fait de me prendre à moi pour te donner. Il y a de la charité éventuellement de ma part. Ou on peut même argumenter la charité organisée de l'État. C'est quelque chose que j'entends parfaitement. Et éventuellement, ce serait même éventuellement, selon certaines interprétations de la mitzvah de Tzedaka, c'est ça. C'est institutionnaliser la charité.
C'est pas la vie de tout le monde, mais c'est clairement une idée qui se trouve dans le judaïsme. C'est pour ça que j'ai voulu poser une question, mais je crois que j'ai fait tout un discours. Non, on est vraiment, je suis pas du tout dans, effectivement, je suis pas, on n'est pas en accord là-dessus. Enfin, en accord, on n'est pas, voilà, on n'est pas aligné. Alors déjà, moi, je suis un peu gênée, pas gênée, mais, enfin voilà, tu utilises beaucoup le mot charité. La charité, c'est chrétien, c'est pas juif. La charité, c'est, je suis riche, Pourquoi t'es pauvre, allez, viens, je te donne 2 pièces. Bon. Donc ça, c'est pas la tzedaka. La tzedaka, c'est pas ça. Mais cela étant, je pense que on peut pas s'abstraire de l'environnement dans lequel on produit de la richesse. Ok, on produit pas de la richesse dans un vide. Donc toi tu me parles de j'ai eu de la chance. Ça veut dire quoi? J'ai eu de la chance. Peut-être j'ai hérité. Déjà si j'ai hérité c'est extrêmement problématique. Peut-être il y a eu une opportunité. Ou peut-être aussi j'ai fait des super études dans une super école, dans une super banlieue super riche. Il peut se Pendant que passer toi plein de choses. t'étais dans une école merdique, dans une Tout à banlieue fait. super pourrie. Donc là déjà l'égalité des chances elle y est pas. Oui. Donc ce que je veux dire Bien c'est sûr. que quand je te parle de redistribuer en plus, je te dis absolument pas qu'on est au casino, que je te prends tous tes jetons et que je réétale à chaque fois. T'es riche, tu vas rester riche. Je veux dire, Je prends 10% de mes jetons, système 20% de mes jetons, fiscal au monde 35% ne même. confisque toute la richesse. D'accord? Ah, bien sûr. Mais Donc, disons 35%. quand je dis l'État redistribue, d'accord? L'État redistribue, ça veut dire que l'État est censé, et c'est son travail, réduire les inégalités. Pourquoi? Parce que ça vient corriger ce que lui n'a pas réussi à accomplir dans un premier temps en donnant l'égalité des chances à tout le monde. Donc il va un petit peu remettre là et enlever là. D'accord? Ça veut pas dire que tu vas pas profiter, très grandement, très grandement t'enrichir. D'accord? Ce que je pense, c'est que l'idée de l'égalité des chances ou de l'égalité des droits, enfin c'est des mots qu'on utilise beaucoup, c'est très galvaudé en fait. Mais en fait, évidemment qu'il y aura toujours des pauvres et qu'il y aura toujours des riches. Enfin, c'est une évidence. C'est pas du tout ce que je viens de dire là. Ce que je viens de dire, c'est qu'une société qui produit de la richesse, dans la richesse qu'elle produit, si elle investit pas une partie de la richesse produite dans son avenir, bah elle va faire que de la rente. D'accord? Donc cette redistribution, c'est un investissement. Quand tu vas donner, tu vas pas donner à des gens enfin, bien sûr que des fois tu vas donner à des personnes âgées qui sont plus productives, etc. Mais en gros, on investit beaucoup quand on redistribue dans les familles, via les allocations, dans l'école. On va essayer d'améliorer la nutrition, j'en sais rien, parce qu'un enfant qui mange mieux, c'est un enfant qui réussit mieux à l'école, par exemple, etc. Donc la redistribution, elle est là pour ça. Qu'est-ce que c'est les prestations sociales qu'on donne? On donne des prestations sociales quoi? Quand t'es malade, quand t'as des enfants, quand t'accouches, quand t'es handicapé, voilà. Enfin, je veux dire qu'on va pas donner des prestations sociales pour donner des prestations sociales. Donc l'État, il vient corriger un petit peu, compenser parfois parce que bon, on estime que la maladie, c'est la faute à pas de chance. Hein, riche ou pauvre, tu peux être malade, un accident, ça peut arriver à tout le monde. Mais quand je te parle Encore une fois, je prétends pas qu'il n'y a pas d'inégalité dans le monde. Le monde est injuste. Quand je te parle, le monde est injuste. Voilà, quand je te parle le monde est injuste, on en est bien d'accord. Quand je te parle de justice sociale, et en particulier, je veux dire, tu vois bien que toutes les sociétés ne produisent pas le même degré d'inégalité. Tu sais, il y a un indice qui sert à mesurer l'inégalité, qui s'appelle l'indice GENI, GENI. Oui. Donc, plus t'es proche de 0, plus ta société elle a des faibles inégalités. Plus t'es proche de 1, plus elle est inégalitaire. Donc en Israël, on était à 0,60 ou 0,50. On s'est beaucoup amélioré sur les dernières années. Après, t'as des sociétés qui sont à 0,30 et puis t'en as d'autres qui sont à 1, d'accord? Mais l'idée que je comprends très bien l'idée que dans la façon dont toi tu vois les choses, enfin de ce que j'ai perçu, hein, entends-moi bien, il y a la liberté est fondamentale. Ok, donc toi, ce que t'aimes, c'est l'initiative, la liberté. Bon, t'es un vrai libéral, hein. Et moi, je suis plus une social-démocrate, donc social-libérale, on va dire, un truc comme ça, où j'estime que oui, la liberté, c'est fondamental, parce que sans liberté, pas de société, sans liberté, pas d'entreprise, et puis sans liberté, pas la capacité d'accomplir les talents qu'on peut avoir et qui sont pas tous égaux. Et Dieu merci qu'on n'a pas une société où tout le monde a le même talent, la même capacité, etc. Et il y a des gens plus doués que d'autres. Voilà. C'est pas parce que t'es pas doué que tu dois mourir de faim. Ça, on est bien d'accord. Non, bien sûr. Je pense que par exemple, quand t'as parlé de l'héritage, alors là, moi, c'est un truc qui me hérisse. Le fait qu'il n'y ait pas de taxe sur l'héritage en Israël, c'est une incapacité à comprendre que si tu distribues pas un minimum les cartes, et que Madame Ofra Strauss, elle a jamais rien fait dans la vie, elle pourrait ne pas avoir le bac et ne pas savoir lire et écrire. Elle aurait quand même reçu des milliards de son père, les reines de la société Strauss, un monopole. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'il n'y a pas de taxe sur l'héritage en Israël. Les yachts en Suisse et je sais pas trop quoi. Il est où le mérite? Il est où son talent?
Qu'est-ce qu'elle a fait? D'ailleurs, elle porte elle a eu des petits problèmes dans sa gestion de la société. On voit bien que des héritiers ont gaspillé des empires qu'ils ont reçus. Regarde Lagardère, un Mhm. père avec un talent incroyable qui construit une des plus grandes sociétés énormes en France, un des fleurons de l'industrie, et un fils qui pense qu'à prendre le jet privé avec sa mannequin là, et qui a tout dilapidé, qui s'est fait racheter par Bolloré, et dont il reste plus rien de cet empire. Donc ce que je veux te Mhm. dire, c'est qu'il y a la chance, il y a la malchance, il y a le talent, et il y a le rôle de la société qui est de remettre un petit peu de je sais pas comment expliquer ça, quoi, mais enfin, d'aplanir un tout petit peu le truc Oui. et que les riches restent riches, tant mieux pour eux, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de dépendre justement de la charité, Mhm. Mais du bon vouloir de quelqu'un de riche, de vouloir bien me donner un peu de son argent, ou non, oui, non, mais encore ou une non. fois, je pense quand je dis charité, je dis ça de façon pas chrétienne, tu vois, dans le sens où c'est du bon vouloir de qui que ce soit. Encore une fois, j'entends très bien qu'on puisse organiser la charité à travers l'État. C'est quelque chose Mais c'est pas la que je charité, ce que je te conceptionne. dis. Je veux dire, c'est pas la charité. Mais parce que là, je vais te dire pourquoi. a Ouais, produit. je vais préciser ma pensée peut-être parce que Ouais, il y a une interférence dans ce qu'on dit. Mais j'entends très bien ce que tu dis et ouais. je peux m'y retrouver parfaitement. La seule chose que je dis, c'est que quand tu dis justice, pour moi, eh ben, ça veut dire qu'il y a un coupable qui doit être puni et quelqu'un quelqu'un à qui on doit réparation. Or, si tu veux, disons que Mais non, si parce que quelqu'un c'est a que des hérité, mauvaises il n'est pas traductions. coupable. C'est-à-dire l'idée Ouais. de taxer un héritage pour donner à quelqu'un d'autre, de taxer un héritage. C'est-à-dire, si tu appelles ça de la justice, ça veut dire que quelque part tu considères qu'il y a une faute de son point de vue, du point de vue de Non, celui parce qui que hérite, justement, de l'héritier, Cedex, c'est la même et chose. qui Mais non. doit être comment dire, pénalisé afin de réparer l'injustice qui a été faite à celui qui est né dans des conditions plus difficiles. Non, tu introduis une dimension morale que j'ai absolument pas. Moi, tout ce que je te dis, c'est que l'État produit les conditions qui font que tu vas pouvoir prospérer. Je veux dire, je te conseille d'essayer d'aller construire un immense empire industriel au Burkina Faso. Ça va être compliqué, hein, sans route, sans école, sans hôpitaux. Donc Oui, l'État oui, c'est sûr. produit les conditions. Ok, les Oui, conditions, c'est les ça je infrastructures, peux c'est entendre. l'éducation, des gens qui vont travailler dans ton entreprise, c'est le commerce, c'est la qualité de l'eau, c'est l'air, enfin c'est tout. Et ça, c'est Mhm. des investissements massifs que l'État va faire grâce à l'argent des impôts de nous tous, et enfin l'argent qu'il va obtenir Oui. où que ce soit. Enfin, il y a des recettes de l'État en dehors de ça. Et donc après, c'est tout à fait normal que l'État prélève sa part et que l'État redistribue parce que son intérêt, c'est qu'il y ait des entrepreneurs et des gens qui deviennent riches pour produire de la richesse, etc. Enfin, je veux dire, c'est un cercle vertueux. Moi, je vois Oui, pas mais oui, du ça tout c'est pas de comme une l'égalité. punition, pas du Ça c'est pas de tout comme une l'égalité. punition. Et puis, je connais personne, enfin, je veux dire, à part vraiment les libertariens, les gens se plaignent qu'ils payent trop d'impôts. J'ai jamais rencontré un grand patron qui a dit je devrais pas payer d'impôts du tout. Je l'ai jamais rencontré. Les Oui, gens bien savent sûr, très dans le bien, sens que c'est une règle du là-dessus, jeu. je te rejoins complètement. C'est-à-dire que l'État a besoin de fonctionner. L'État a besoin de fonctionner. Donc, bien entendu, je suis pas, tu as bien diagnostiqué le fait que je tends vers le libéralisme, mais je tends pas particulièrement vers le libertarianisme. Ça veut dire que je pense que Non, 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 non. l'État a un rôle en tant qu'effectivement de régulateur, d'être garant des règles du jeu, effectivement, dans certains cas, de faire des investissements stratégiques pour le développement économique. Comme tu as dit, il y a des choses qui peuvent n'être faits que par l'État, comme la sécurité, comme certaines infrastructures, etc. Après, il y a des marloquettes, des grandes controverses sur Non, bien sûr. l'éducation, la santé, etc. Bien Bon, sûr. ça, c'est Tout à fait. des grands sujets qui sont complexes. Ça se discute de toute Mais façon, bien sûr. bien sûr, ça se discute et c'est des discussions fascinantes. Hein, quelque chose auquel je m'intéressais pas du tout avant, mais maintenant, je trouve ça très intéressant. Mais ce que j'ai voulu dire par là, c'est que ce que tu dis, c'est très bien, et je suis tout à fait d'accord. L'impôt nécessaire pour faire fonctionner l'État et pour réinvestir dans la machine économique, mais j'appelle pas ça de la justice. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est peut-être tu vas me dire, je suis un abruti talmudique ontologique Non, mais pas du tout. qui est un peu, Je te dis let's mais agree to disagree, hein. Je veux dire, j'ai pas de problème, hein. Je comprends très bien, non, il n'y a pas de, c'est vraiment, voilà. alors tu sais quoi, je vais te poser Je peux comprendre. ouais, je vais te poser une autre question qui est là, qui est une des grandes objections en fait à la position social-démocrate de la part des gens qui sont plus à droite, et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. C'est qu'ils disent, d'accord, très bien, tu veux redistribuer, réinvestir, effectivement faire des grands projets qui sont qui sont originaires de l'État. Euh, et dans ce cas-là, ça veut dire que concrètement, tu donnes un très grand pouvoir de l'État sur l'argent public, sur les infrastructures, sur beaucoup de choses dans la société. Et ce qu'ils disent, en fait, la grande question, ils disent, c'est que tu le veuilles ou non, là où se concentre un grand pouvoir, se concentre une grande corruption.
Et d'ailleurs, tu l'as absolument très bien développé dans la première partie de cette interview, avec beaucoup de brio. Et donc, ce que les gens, plus à droite, libéraux, disent, en fait, il n'y a pas le choix que de réduire la taille de l'État. Je pense qu'on revient à Javier, notre ami Javier, qui est exactement dans cette ligne, qui dit, en fait, l'État fait plus de dégâts qu'il est bénéfique à travers tous ces investissements, les ministères et tous les gens qui font rien, et pas ceux qui font rien, ou même les investissements qui sont ratés, les choses, les monopoles, les lobbies, tout ce que... Est-ce que il y a une solution pour toi à ça? C'est-à-dire que quand tu parles, quand tu dis je suis social-démocrate dans le sens où l'État a un très grand rôle, un rôle de régulation, un rôle de redistribution, etc. Est-ce que quelque part, c'est pas mettre trop de pouvoir dans une institution qui est monopolistique aussi, et qui finalement ne fait pas que ne crée pas plus de dommages que de bénéfices qu'il produit. En tout cas, à partir d'une certaine taille, on va dire ça comme ça. Non, mais quand on est social-démocrate, on n'est pas du tout pour que l'État soit omniprésent et omnipotent. Pas du tout. On est pour que l'État assure les services les plus importants et surtout réglemente l'activité du secteur des entreprises de façon à ce qu'ils fassent pas de mal. C'est-à-dire que ce que je te parlais, sécurité, santé, qualité de l'air, qualité de l'eau, etc., pour que l'environnement soit vivable. Mais moi, je suis pas du tout pour que l'État soit partout. Non, je pense qu'il faut, au contraire, je pense que par exemple, je suis pas du tout pour que l'État ait forcément toutes les grandes entreprises. Je pense pas que l'eau doit forcément être publique, alors qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Je pense pas que l'électricité doit forcément être publique. Je pense pas. Je pense que ça s'organise, ça se réglemente correctement, avec intelligence. Pas du tout, parce que je pense que justement, plus l'État empiète sur des très grands secteurs, en particulier dans le domaine des infrastructures, plus justement il y a matière à des dérapages. Ouais. Alors, on a vu différents cas, ça dépend des pays. Ce que je veux te dire, c'est que regarde l'Angleterre où tout le réseau ferré a été privatisé, bah, l'État a été obligé de renationaliser tellement c'était catastrophique. Ça veut dire que la façon dont organise la concurrence, comme en Italie par exemple, où tu as plein de compagnies de ferroviaires, et ben ça marche plutôt pas mal. En Allemagne, eh ben c'est public et c'est une catastrophe. Bon, je veux pas faire de blague sur l'Allemagne, mais bon, les trains sont toujours en retard, etc. En France, on voit bien que la SNCF, là où ils ont privatisé, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc, ce que je veux te dire, c'est que je ne suis absolument pas dogmatique sur ce sujet. Je pense que ça serait une grande erreur d'abord, parce que chaque pays a sa taille, sa géographie, sa topographie. Enfin, il y a plein de choses qui vont compter. Son niveau d'entrepreneuriat, et c'est aussi la façon dont tu vas encourager les entrepreneurs de ton pays à être éthiques, à se conduire correctement, où tu vas savoir les encadrer. Tout le boulot est là. Et moi, au contraire, je pense que j'ai pas du tout envie de vivre dans un pays où tout est national. C'est l'horreur. Tu vois, je veux dire, tu te rends bien compte que l'inefficacité va être au rendez-vous, qu'au bout d'un moment, l'État va devoir se rembourser sur tous les frais, qu'il va te prendre de plus en plus d'argent, que tout va être taxé, etc. Donc non, c'est pas ce que je te dis. Je comprends l'idée que trop d'État, c'est pas bon, trop d'État tue l'État. Pas assez d'État, c'est pas bien non plus. Donc tu vois, on est toujours dans le minoun, quoi. On est là en train de chercher la bonne dose. Et c'est pour ça que je trouve que la France, d'un certain point de vue, c'est quand même un pays qui est vraiment pas mal, quoi. Tu vois, on a des très grandes entreprises, des très grandes industries. Voilà, je veux dire, on a bien privatisé le nucléaire, on a privatisé l'électricité, et quand même, on a des infrastructures très puissantes et le pays fonctionne parce que l'État est très présent quand même. Donc voilà. Je comprends. Non, je comprends ce que tu dis, et c'est vrai que c'est beaucoup une question de dosage. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi de cette espèce de cette façon de dire, il faut pas prendre des grandes lois générales comme, je sais pas moi, l'électricité, ça doit être privé, ça doit être public, ou des grandes décisions qui ont attrait aux détails de l'organisation de l'économie. Je suis assez d'accord avec ce pragmatisme, on va dire ça comme ça. Et au fond, je pense qu'on n'est pas très éloigné, même au niveau des principes. J'ai l'impression que c'est assez, on est assez proche. J'ai, je pense, une dernière question, je pense, qui serait sympa d'explorer, c'est qu'est-ce que tu penses que seraient les 2-3 réformes les plus importantes à faire en Israël pour améliorer notre vie économique? Question difficile. Bah écoute, je crois que j'ai abordé quasiment tous les thèmes avec toi. Alors je voudrais, si j'étais président, comme on dit, si j'étais Rosh Mefshala, frère. Rosh Mefshala, non,
Moi aussi. Il Ok. faut, il faut absolument casser les monopoles et ouvrir l'économie israélienne, mais réellement, Hmm. quoi, sans rigoler, sans blague, voilà. Il faut démanteler les plus gros monopoles d'urgence. Ça veut dire les monopoles comme Tnuva. Moi, je parle toujours de bouffe, hein, parce que c'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus. Mais il n'y a pas que, Mhm. hein, d'accord. L'électricité, Hebrat Hashmal, qui est vraiment une catastrophe. Il faut refonder les rapports de travail en Israël et donner des vrais droits à tout le monde qui soient égaux. Hein. Je veux dire, faut casser aussi l'Histadrut. Voilà, j'aime pas les monopoles. Hein. Je les ai jamais aimés. Ça, c'est une première réforme qu'il faudrait faire, qui est vraiment très très importante. Enfin, c'est une énorme réforme. Hein. C'est un très très gros chantier. Euh, Ensuite, tu vas sûrement être très choqué par ce que je vais dire comme deuxième réforme, mais je pense qu'il faut refondre entièrement tout le système éducatif. Il faut Ok. supprimer le scindage en 4 ans du système éducatif israélien et recréer Alors, des explique un écoles où peu tout ça, le parce que monde c'est vraiment est c'est quelque chose ensemble. de. Je suis pas sûr que tout le monde est au courant de cette chose-là, mais explique un peu. Ouais. Alors en Israël, il y Qu'est-ce a qui se 4 passe? systèmes scolaires différents qui ont chacun son statut et chacun ses règles du jeu. Il y a le Mhm. système qu'on appelle donc Mamlarti, le système public que les gens appellent Ouais. Triloni, mais ça veut rien dire. C'est le système Mamlarti, c'est les écoles publiques d'État, quoi, entre guillemets. Ensuite, un Ok. deuxième système public, Mamlarti Dati. Donc c'est l'école religieuse version rabbinat d'Israël d'État aussi, qui est financé. Je parle pas pour les financements parce que maintenant tout est financé. Ensuite, il y a un troisième système, c'est le système Haredi, qui est un système qui est composé de 3 systèmes à l'intérieur. Donc où il y a le Chinuch Hatzmai, Ok. il y a le Rishmi chez le Moukar, et enfin bref, c'est tout un système, mais qui est en général privé, des écoles dirigées par des associations, dans laquelle la liberté d'enseigner est plus ou moins grande selon le contrat qu'on a avec l'État. Et un quatrième système qui est le système de la société arabe. Et donc ce système-là, alors moi j'ai travaillé pendant assez longtemps à la commission de l'éducation aussi. C'est un truc que je connais assez bien. Bon, d'abord le système Israël, c'est pas vrai qu'il y a pas d'argent dans l'éducation, il y a énormément d'argent dans l'éducation. C'est même un des C'est un plus gros système qui budgets, coûte non? hyper cher, le deuxième budget après les dépenses. Et en fait, c'est un système qui fait que au nom de la liberté de choisir l'éducation de ses enfants, qui est une liberté avec laquelle je suis tout à fait en accord, on a quand même créé un système où des enfants ne se rencontrent jamais. Voilà. Hmm. Ne se rencontrent pas jusqu'à l'âge de 18 ans. Enfin, bon, après, je parle pas de ce qui se passe dans le Haredi où t'en à 13 ans, enfin, avec les Shevak-Tana, etc. Mais en gros, on se rencontre pas, on vit pas ensemble, on se connaît pas. Et pour moi, ça contribue énormément à l'explosion de la société israélienne aujourd'hui, à la défiance mutuelle, à la Hmm. haine parfois qui règne, parce que bah, quand on s'est jamais vu, c'est un peu compliqué quand même de savoir qui est l'autre. Les gens se rencontrent en Israël dans le système de santé. C'est le seul endroit où ils se rencontrent, dans les hôpitaux, dans les Kupot Holim, dans les magasins, bon voilà, mais dans les hôpitaux, dans les Kupot Holim. C'est là qu'on se rencontre. Parce que Hmm. il y a des médecins, beaucoup de médecins de toutes sortes, toutes les populations sont là, et on est tous ensemble. Bon voilà, on voit pas les gens se taper dessus, donc ça doit être possible. Donc bon voilà, c'est une réforme qui est compliquée à mettre en œuvre, évidemment, qui doit être faite avec du Ce que tu veux dosage, dire, une c'est fois que de tu penses que ça plus. serait mieux d'avoir serait mieux d'avoir un système unique, un peu comme le système public en France? Ouais, enfin, il faudrait du public et du privé aussi, parce que bon, tu peux pas enlever la Oui, oui. liberté aux gens, mais il faudrait en tout cas il faudrait qu'il y ait un système public où tout le monde puisse être ensemble si on le désirait. Et il faudrait vraiment un tronc commun, peut-être avec un système de 2 établissements. Je sais pas, le matin, l'après-midi, j'en sais rien. C'est beaucoup plus compliqué en Israël que dans d'autres pays, mais on n'est pas la seule Oui. société multiculturelle du monde. Hein, voilà, il y a toujours eu des privés, il y a toujours eu des publics, mais là, la façon dont on a étanchéifié les systèmes, y compris les enseignants, est très très problématique. Voilà. Donc voilà, moi je peux te dire que par exemple en Israël, aucun prof arabe israélien ne peut enseigner dans une école mamlarti. Même s'il habite Tel Aviv, il peut pas y aller. Aucun prof juif ne va enseigner dans une école arabe. Dans les écoles mamlarti dati, tu peux filtrer tes enseignants et ne pas prendre quelqu'un parce qu'il te dit que je sais pas, il fait pas Shabbat, par exemple. Alors Oui. qu'en France, dans les écoles juives, bah tu vois, on a des profs qui sont pas juifs, ça a jamais posé de problème. Bon, enfin c'est un problème assez complexe. Je veux pas non plus qu'on caricature mes propos, voilà, mais en tout cas, je pense que oui, j'aurais travaillé là-dessus, ça c'est certain. Deuxième grosse réforme. Et la troisième grosse réforme, bah, c'est une réforme qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est la mise en place d'un service ou civique ou militaire pour tous les jeunes
pour que tout le monde donne son écho au pays, que tout le monde donne sa part. Ça peut être civique, ça peut être dans une association, ça peut être dans des écoles, ça peut être où on veut. Mais alors vraiment, là, j'ai vraiment je veux pas du tout. Tout le monde n'a pas vocation à porter les armes. Hein, je trouve que c'est un peu idiot comme idée. Mais par contre, tout le monde doit donner de son temps. C'est normal. Il y a aucune raison. Mhm. C'est une réforme sociale, plus qu'une réforme économique. C'est-à-dire que tu penses que chacun devrait prendre un moment de sa vie pour participer à l'effort collectif et pas seulement à sa richesse personnelle. Tu vois, je t'ai dit un économique, un éducatif et un social. Mais je pense que tout, j'ai pas pu m'empêcher, mais je pense que tout concourt. Mais sinon, si je devais te donner une autre réforme économique, qu'est-ce que je te dirais? Je te dirais qu'il faut simplifier l'entrepreneuriat en Israël. C'est pas une énorme réforme, mais c'est très important. C'est une réforme sur laquelle beaucoup de gens se sont attelés. Ont essayé de simplifier tout ce truc terrible là de quand tu veux obtenir une autorisation, tous ces richionotes, toutes ces licences, tous ces ministères qui t'obligent à tout refaire. Bon, moi j'ai eu un restaurant en France et quand je suis arrivée en Israël, dans un premier temps, j'avais vaguement envisagé de rouvrir un resto, mais bon, ça m'est rapidement passé parce que j'ai fait un cours au MATI de Jérusalem qui s'appelait gestion de bars et de restaurants et j'étais au deuxième cours, j'étais déjà affolée par la quantité de trucs qu'il fallait faire, par la quantité de personnes qu'il fallait payer. Parce que tu comprends, t'as une cuisine, elle est fonctionnelle, tu rachètes la même cuisine. Ah ben non, faut faire venir quelqu'un qui te redonne un truc, qui va sûrement tout te faire casser, juste parce que le mec il est payé pour obtenir le richayon, parce qu'il a les relations, machin, etc. Et donc c'est un chantier que Carlon avait beaucoup envisagé. Et si tu veux une troisième réforme économique, je pense qu'il faut aussi probablement réformer le système bancaire et faire en sorte qu'il y ait de la concurrence dans le système bancaire. C'est pas des monopoles, c'est pas la même chose. Il faut que la Banque d'Israël lâche un peu de sa mainmise là sur les banques parce qu'elle est obsédée par toujours l'histoire de la faillite des banques en Israël dans les années 80. Et je pense qu'il faut faire rentrer beaucoup plus de banques en Israël, y compris des banques étrangères, pour avoir de la concurrence parce que les frais bancaires sont très élevés, les prêts sont très élevés, les taux d'intérêt sont très élevés. Ça concourt beaucoup au coût de la vie. Voilà, tu vois, je t'ai sorti 5 réformes, 3 économiques finalement. Et voilà, les réformes sociales et ça concourt, c'est la même chose. Hein. Je veux dire, on est tous dans le même bateau. Oui, bien sûr, tout ça participe à la bonne santé économique d'un pays. Hein. Absolument. Oui, mais ce que tu as dit sur l'entrepreneuriat, c'est très vrai. Et il me semble que toi-même, tu as tenté un certain nombre de choses et que tu as aussi un programme qui s'appelle Maagolot, si je ne m'abuse. Oui. On n'en a pas parlé. Est-ce que tu veux en dire quelques mots? Ah oui, parce que j'en suis très fière. C'est un programme que j'ai monté pendant le Corona. Bon, alors, comme je t'ai dit, j'aime les projets. Quand je suis venue en Israël, au début, je me suis inscrite pour faire le programme de Gvaïm, tu sais. Et puis quand je me suis inscrite à Gvaïm, j'ai été refusée. On m'a dit que j'étais pas intéressante et trop vieille, en gros. Et j'ai pas trouvé ça tellement normal. Bon, alors finalement, je me suis plainte, j'ai créé un post sur Facebook, tout ça. Finalement, ils m'ont pris. J'ai été frappée par ce truc, vraiment marquée par ce truc. Et je me suis dit, attends, moi, je suis débrouillante. Je me suis plainte, j'ai créé un post, machin. Mais il y a peut-être plein de meufs qui se sont fait jeter. Parce que voilà, en même temps, l'année où j'avais fait ma Aliyah, 2015, où il y a beaucoup de Français qui sont venus, il y avait des personnes que je connaissais qui avaient des jobs tout à fait corrects en France et qui se sont retrouvées avec des jobs vraiment pourris en Israël. Parce qu'elles s'occupaient des enfants, de la famille, parce que le mari n'était pas là, c'était la Aliyah Boeing, etc. Et je me suis rendu compte que les femmes, elles payaient quand même un certain prix de cette Aliyah. Parce qu'elles étaient sur le front, quoi, à s'occuper que tout aille bien pour tout le monde, et puis elles passaient en dernier. Et donc, bon, ça a un peu mûri comme ça, et pendant le Corona, je me suis dit, il faut faire un truc pour les nanas, c'est pas possible. Donc j'avais déjà commencé à réfléchir. Et donc j'ai monté ce programme d'aide à l'entrepreneuriat. D'abord, j'adore l'entrepreneuriat. Je suis une entrepreneuse, j'ai monté un resto, comme je te dis, j'adore monter des trucs. Et je me suis dit, on va les aider, mais c'est un petit programme parce que j'ai pas beaucoup d'argent, c'était compliqué à monter. On va prendre des femmes et on va leur mettre aucune condition. Ça, c'était mon histoire de Gvaïm. Parce que Gvaïm, il faut avoir un diplôme universitaire. C'est vachement important quand même dans la vie. Tu peux pas réussir sans diplôme universitaire, c'est connu. Donc, pas de diplôme, d'âge, pas de condition, quelle qu'elle soit. T'es là depuis 20 ans, je m'en fous. T'es là depuis 6 mois, je m'en fous. Tu viens. L'idée, c'est que t'aies un projet et que ton projet, ce soit un projet qui peut t'amener à l'autonomie financière. Et que tu puisses contribuer, retrouver ton image de toi-même, retrouver confiance en toi-même, te reconstruire, te reprojeter vers l'avenir, etc. Donc il y a deux choses, il y a d'une part un accompagnement, donc il faut un projet intéressant, donc on sélectionne. Les femmes, elles sont accompagnées de façon assez proche, il y a du coaching personnalisé,
Il y a des cours de finance, il y a des cours de marketing, il y a un cours de compta, il y a un cours de droit, il y a un cours où elles apprennent à pitcher leurs projets. Elles ont des sessions entre elles, on a des réunions entre nous, et il y a surtout ce qu'on appelle le cercle, donc l'entraide. Ça veut dire qu'on a un groupe WhatsApp où elles sont encouragées. D'abord, chacune doit choisir une compétence qu'elle a et la mettre à la disposition du groupe, parce que tu as compris mon idée dans la vie, c'est que donner, c'est recevoir, et recevoir, c'est donner. Je veux dire, tu peux pas uniquement être on the receiving end. Il faut que tu donnes quelque chose, sinon tu prendras jamais confiance en toi, t'es dans la passivité et tu fais rien. Donc chacune doit réfléchir, tout le monde sait faire quelque chose. Moi j'en ai qui me disent ah mais je sais rien faire. Tout le monde sait faire quelque chose. Et elles s'entraident toute la journée, donc elles papotent toute la journée. Est-ce que tu peux me demander ça? Est-ce que tu peux m'aider ça? Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Regardez mon logo. Moi je vais faire ça. Donc c'est plutôt des petits business. Mais cette année j'ai eu des candidates d'un super haut niveau, donc j'étais vraiment très étonnée au point où on s'est demandé est-ce qu'on pouvait les aider. Bah oui. Voilà. Et donc, c'est le 4e cycle. J'ai été financée la première année par le FSJU Israël. Et la deuxième année, j'ai pas eu d'argent. Donc, je me suis débrouillée. Voilà. Moi, je suis pas payée. On a une coordinatrice et il y a des intervenants qui sont payés. C'est une association, en fait. Il n'y a pas de but lucratif dans cette histoire non plus. C'est une association. C'est gratuit. Le programme, il est gratuit. Il coûte 0. C'était hyper important pour moi parce que je veux que personne puisse se dire qu'elle va pas le faire parce qu'elle a pas d'argent. Voilà. Et on a tous les niveaux, hein. On a des filles riches, on a des filles qui ont pas tellement d'argent, mais ça n'a pas d'importance. C'est pas l'idée. Et tu arrives à financer ça là, avec des financements d'autres associations ou... On est financé par la Fondation Maternelle, à laquelle je suis vraiment très reconnaissante parce que en plus c'est un financement de 3 ans, donc ça m'a donné un peu de horaire Nishima, quoi. Ça me permet de pas être tout le temps en train de courir après l'argent. Et bah, l'année prochaine, il faut que je recommence à chercher, mais c'est un tout petit budget, hein. C'est vraiment un tout petit budget, mais c'est hyper efficace. Et voilà, donc on vient de démarrer le 4e cycle. On a des très beaux projets, je suis très très fière. Ouais. Très sympa, très sympa. Bon, ça c'est vraiment, enfin, ça fait plaisir à voir en tout cas, c'est-à-dire de lancer des gens qui sont, parce que on sait tous, enfin moi j'ai fait mon alia très tôt, donc j'ai moins vécu ça, j'ai eu la chance de faire mes études ici, de m'intégrer dans la société israélienne avant, mais pour beaucoup de gens qui font leur alia plus tard, ma femme l'a fait plus tard, elle l'a fait après ses études, c'est beaucoup plus difficile, tu passes par des jobs pas sympas, tu traverses des moments de solitude assez terribles, donc c'est pas très bon en fait. Je pense que c'est une très bonne idée d'avoir des cadres dans lesquels des gens qui font leur alia, ils ont des cercles dans lesquels ils peuvent trouver de l'aide et trouver de l'assistance pour se lancer. Et c'est pas facile, C'est-à-dire, autant que je suis un grand sioniste devant l'éternel et que je pense que l'ALIA c'est une bonne idée, autant je sais que j'en connais les difficultés. Et c'est bien. Je pense que les gens ont beaucoup de chance d'avoir des gens comme toi qui sont sur la brèche, comme on dit, et qui apportent aux gens qui décident de prendre une décision très significative que de venir habiter en Israël pour pouvoir contribuer. Ah ouais, c'est pas un chemin de rose, hein, c'est certain. Ouais. Ouais, mais au moins il y a toi. Avant, il fallait assécher les marécages. Maintenant, il y a les frères. C'est pas... Bon, voilà, merci encore beaucoup. C'était très sympa. Super long, 2 heures, mais en fait, c'était génial.